Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast, la plateforme qui transpire le catch. Et ici on est là toutes les semaines pour parler de la WWE et consorts et des autres fédérations. Je suis Raphaël et je suis là pour introduire une nouvelle semaine pleine de catch ici dans l'été de la WWE et dans les studios de Catch Up. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné notamment de Letty. Comment ça va Letty? Salut Raphaël, salut à tous. Eh ben, écoute, ça va très bien. Ça me fait plaisir de te retrouver pour un nouveau podcast. Et voilà, on se rapproche tout doucement du gros morceau de l'été, donc de SummerSlam. Donc voilà, très hâte de débriefer tout ça avec toi et notre compère que tu vas présenter tout de suite. Notre réfugié climatique préféré. Et oui, au moment où nous faisons ce podcast, eh bien, les incendies frappent le sud-ouest de la France et Deadpool Vince, voilà, a dû, être déplacé. Deadpool Vince, comment ça va? Tu nous parles, d'une salle de sport là ou d'un hangar, non? Alors bonsoir. Non, 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 bonsoir peuple de Catch-Up, bonsoir Letty, bonsoir Raphaël. Non, non, je suis, chez mes beaux-parents qui sont, pour expliquer un peu comment est fichu Bordeaux, il y a une rive droite, une rive gauche. C'est la Garonne qui, sépare le tout. Ben, nous étions rive gauche, nous sommes partis rive droite chez les beaux-parents, puisque dans la nuit, nous avons eu un message, du ministère pour nous dire qu'il fallait évacuer là où nous sommes. Alors on n'est pas touché par les incendies. Voilà, je pense que ce sera peut-être pas forcément le cas, mais on est touché par beaucoup de fumée, beaucoup de cendres qui tombent et donc il était préférable pour notre santé de partir un peu plus loin où il y a où on sent moins ces choses-là. Voilà, donc écoute, ravi de pouvoir faire le podcast, ravi de pouvoir, débriefer toute l'actualité parce qu'elle a été encore riche et dense. On va commencer avec un gros pay-per-view également ce week-end, un autre de 2 jours la semaine prochaine, donc que demander de plus, quoi? Exactement, voilà. Donc quand les Street Profits disent «We want the smoke», hein, c'est une image, hein, bien sûr, il faut pas vouloir trop près la fumée parce que c'est dangereux. Nous avons commencé notre semaine, puisqu'on a des semaines un peu décalées, hein, sur, Catch Up avec le Saturday Night Main Event qui avait lieu donc le 18 juillet, 2026 au Madison Square Garden. Alors, on va essayer, aujourd'hui, cher public, chers auditeurs, de ne plus forcément faire, show par show, mais on va essayer de traiter les intrigues de la semaine qui vont avancer par intrigue. Donc n'hésitez pas à nous dire de suite, hein, dans les commentaires si vous trouvez, qu'on c'est plus fluide ou plus compréhensible comme ça. Et puis, bah, on va s'y attaquer. Donc le Saturday Night Main Event, qui avait, 4 matchs au programme, hein, a commencé quand même par une grosse surprise, enfin en tout cas un gros changement, enfin en tout cas un changement, tout dépend l'importance qu'on y prête. Les championnes tag team féminines, hein, donc Brie Bella et Paige, elles ont perdu leur titre, elles ont lâché leur ceinture au profit des Fatal Influence, donc Fallon Henley et Laney Reid pour leur nom exact, avec Jessie Jane à leur côté. Donc un changement de titre qui a eu lieu en 7 minutes 14. On a des nouvelles championnes. La semaine qui a suivi, on a assez peu traité finalement ce changement, sauf à SmackDown, où on a vu débarquer Nikki Bella, voilà, qui est revenue pour aider sa sœur jumelle et Paige, et pour nous annoncer que à SummerSlam, tout ce petit monde-là s'affrontera dans un triple threat. Donc voilà, une ceinture qui change, une Nikki Bella bientôt de retour sur le ring. Est-ce que toutes ces nouvelles, Letty, te ravissent ou qu'est-ce que tu as pensé de ces intrigues? Et ben, je ne sais pas si ça me ravit. En tout cas, je suis plutôt contente que les ceintures aient changé un petit peu, de personnes. J'ai rien contre Brie et Paige, mais je trouve que ça s'enlisait un petit peu. Enfin, leur règne n'a pas été, si marquant, que ça, je trouve. Donc ramener un petit peu de sang neuf, ça peut être pas mal. Le 3 contre 3, bon, pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Est-ce que les Bella vont demander une revanche? Est-ce que Paige sera toujours dans l'histoire? J'attends de voir ce que ça donne. En tout cas, j'avoue que le match, tu dis qu'il a duré 7 minutes, j'en ai pas des masses de souvenirs. Ça m'a pas marqué plus que ça. Mais c'est très bien qu'on ait de nouvelles championnes et peut-être que ça va réveiller un petit peu, cette division tag team féminine qui est un petit peu, endormie, je trouve, ces derniers temps. Oui, nos précédentes championnes n'ont pas eu beaucoup d'opposition, hein, il faut dire. Enfin, il y a eu quelques équipes, mais elles ont assez vite disparu. Je pense, oui, à Ashley Judd et Nia Jax qui sont enfin, plus personne tourne trop autour de ces ceintures. Qu'est-ce que tu en penses, Vince? Est-ce que ces nouvelles championnes sont rafraîchissantes?
Alors, je l'avais un petit peu dit, je n'avais pas compris ce qui s'était passé avec Fatal Influence parce que quand elles sont arrivées au lendemain de WrestleMania, elles ont eu un impact direct, que ce soit dans le ring, mais aussi par la réaction du public qui était très très vive, beaucoup de huées, donc c'était un départ vraiment énormissime, et puis ben, ils les utilisaient un petit peu moins. Voilà, moi, Brie Bella et Paige me laissaient circonspect puisqu'elles gagnaient uniquement en faisant des petites tricheries pour gagner. C'est un petit peu bizarre pour des faces. Ben là, bien mal leur en a pris puisque bon, le match est ce qu'il est, hein, c'était pas non plus gigantesque, génialissime. Elles ont essayé de faire le boulot, et puis ben, à la fin, ben, tu as Jessie Jane qui revient sur le ring et qui renverse le roll-up de Paige sur Raid, et donc ben, les méchantes font le taf, gagnent la ceinture. Donc moi je suis très contente pour elles, c'est ce que j'avais un petit peu pronostiqué aussi. Donc bah, écoute, plutôt content. Le retour de Nikki, ben enfin, parce que bon, ben concrètement Nikki quand même sur les c'est la leader, hein, entre Paige et Brie. Je pense que Nikki est quand même au-dessus des 2 autres. Donc content de la voir. Est-ce que ça méritait directement un match à SummerSlam? En 3-3, je sais pas, c'est ce qu'on aura. Donc, écoute, ma foi, content du retour de Nikki, mais est-ce que ça valait le match à SummerSlam? Je sais pas. Bah, en tout cas, moi je me dis que le 3 contre 3 permet d'avoir un match de rivalité sans que ça soit un rematch pour les ceintures qu'on aura peut-être pas. Euh, Moi j'étais surpris parce que je m'attendais. Enfin, j'étais surpris. Je trouve que c'est un bon changement de titre. Je m'attendais plutôt à ce que la perte de titre se fasse en interne. Je voyais bien Nikki revenir et les deux en fait turner heel et éjecter Page, un petit peu comme certaines factions l'ont déjà fait parfois, comme Cody Rhodes l'avait fait dans son arrivée à la WWE en éjectant Hardcore Holly avec Ted DiBiase. Je pense qu'il y aura une rivalité entre Page et les Bella assez vite après. Bon, de toute façon, tout ça, c'est pas du très très grand catch, donc c'est pas le plus passionnant, c'est sûr. Alors, bon, en parlant de grand catch, on peut pas dire que le match suivant à Saturday Night Main Event était du grand catch. D'ailleurs, j'avance sans note, donc vous allez m'aider. C'était le match entre Danhausen et JD McDonough, donc un no disqualification match qui permet au début hein, à JD et à Dominique de tabasser un peu le pauvre Danhausen. Mais Danhausen réussit à s'enfuir au niveau de sa nouvelle machine, là, sa grosse machine à transformer. Il y met son chat, là il a un chat empaillé depuis quelques jours dans la cage, et la machine fonctionne et fait apparaître, et du coup j'ai pas pris les notes de ce monsieur, mais un monsieur qui s'appelle Kat quelque chose, hein, c'est ça? Alors, il Euh, s'appelle Carl Karl, Anthony Towns D. Cat, c'est un voilà. intérieur, un pivot des New York Knicks, champion de NBA. Voilà, c'est un grand monsieur, très costaud, euh, impressionnant quand même effectivement, et qui est venu et qui a fait notamment des doubles chokeslam à enfin, McDonough et Dominique Mysterio, et qui a permis à Danhausen de remporter ce match qui a duré quand même 11 minutes 30. On a eu un petit peu de suite à Monday Nitro, hein, puisque le Judgment Day a essayé d'attraper un petit peu Danhausen par le callback en lui disant rends-nous l'argent, etc. Ça a entraîné un petit changement. C'est que ça a introduit dans l'histoire Joe Hendry qui est venu aider JD McDonough. Et à Raw, Joe Hendry a affronté Dominic Mysterio et il a quand même réussi à gagner. Donc on en reviendra un petit peu plus tard. Mais donc voilà, il y avait. C'est un petit peu la gimmick de Danhausen hein, quand il a des matchs là en Saturday Night Main Event ou autre. Il y a souvent des interventions extérieures. Donc là, c'était ce fameux 4. Et par contre, est-ce que c'est une bonne chose, tu penses, Vince, de rapprocher Joe Hendry de Danhausen, Joe Hendry qui démarre avec un petit peu de difficulté hein, dans le main roster, ça va lui permettre de lui donner un petit peu de pop et de temps d'antenne, tu penses? Tu penses qu'il faut faire durer ça? Je suis perplexe sur cette question-là parce que Joe Henry, avant qu'il rejoigne le main roster, était vraiment popé de ouf à NXT, popé de ouf à TNA. Et là, c'est bien compliqué et je suis perplexe parce que si tu restes dans le comedy wrestling, t'iras pas, tu vas avoir un peu de temps d'antenne, mais tu vas rien faire de grandiose. Alors que je pense que lui, il avait d'autres plans.
Donc difficile de prévoir. Et puis après, en plus, quand tu balances qu'ils vont faire un concert la semaine prochaine, lundi prochain, les deux, bon, tu sais que ça va pas être du grand catch, ça va pas être grandiose. Tu vas être encore dans le comedy wrestling. Pour revenir au match, moi je l'ai trouvé pas si mal que ça. JD et Dominique ont fait le match, hein, très clairement. Ils l'ont bien défoncé au départ. Après, on a un Danhausen qui met le jersey des Knicks, donc qui reprend de la force, qui devient un petit peu comme Hulk Hogan, mais ils arrivent à revenir sur lui. Il arrive à s'extirper du ring, pardon, pendant que les deux autres vont chercher les tables, sauf que là, ils sont attaqués par les Minihausen. Donc tu te dis, ah mince, c'est encore eux. Bon, non, ils les défoncent facilement. Et là, c'est vrai que j'avais pas fait les associations. Parce que toi, moi qui suis un grand fan de NBA, quand tu me parles d'un chat et que tu es à New York, Kat, il est inévitable, il est là, il est champion NBA depuis le mois de juin. C'était une évidence, il était là même au Fanatics la veille, donc j'aurais dû m'en douter. Et puis il fait une belle entrée, quoi. Il fait des choc-slams, il fait passer Dominique au travers de la table. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis Danhausen l'emporte. Donc on continue. Et puis moi, tu vas voir sur le match entre JD, Dominique et Joe Henry, ce qui m'a le plus marqué, c'est plus Danhausen qui veut venir la première fois aux abords du ring, qui se fait éclater. Donc il revient avec sa voiturette, sa Danhausen mobile, et il est avec Yoskai, et Yoskai éclate donc Liv Morgan, et ça permet de distraire Dominique, et puis donc Joe Henry gagne. C'est plus ça qui ressort moi de leur affrontement. Donc moi je suis vraiment pas je suis perplexe sur cette association. Même avoir Danhausen avec Yoskai aussi, ça t'a Non, surpris ça? Non, avec Joe Henry. Joe Henry, Je ouais. suis vraiment très, très perplexe. Ok, bon Letty, toi, est-ce que cet affrontement à Saturday Night Main Event t'a fait rigoler ou est-ce que t'es un peu perplexe aussi? Eh ben, je suis un petit peu comme, Vince. Le match en lui-même, j'ai trouvé qu'il était pas si mal. Après, moi, j'aime beaucoup la façon de combattre, de Danhausen. Voilà, il se prend pas la tête, un peu comedy wrestling, c'est très bien. Le petit truc quand il met le maillot, des Knicks et qui tout d'un coup, il sait bien catcher et tout, et j'ai trouvé que c'était pas mal aussi parce que ça montre aussi que, voilà, qu'il est pas nul en fait, il maîtrise quand même bien, son truc. Là où j'étais un peu plus étonnée, parce que je viens de comprendre seulement du coup grâce aux explications de Vince, puisque je ne connaissais pas ce monsieur qui est sorti de la boîte. J'avais bien compris que c'était, le capitaine d'Enix, mais à part ça, voilà, pas grand-chose. C'est même pas le capitaine d'ailleurs, je crois. Mais bref, je m'attendais vraiment à une révélation. Enfin, on avait fait des suppositions sur qui pourrait être le grand Danhausen, enfin le grand Hausen, on va dire, qui était couché sur la table depuis des semaines maintenant. Je m'attendais pas à ça. Joe Hendry, bon, pareil, pourquoi pas. Je trouve que ça se disperse un petit peu. On a le Miz et Kit Wilson qui étaient avec Danhausen régulièrement, qui ont été envoûtés, enfin qui ont été électrocutés. Voilà, on a Matt Cardona qui traînait aussi un petit peu dans le coin. Je trouve qu'on laisse un petit peu tomber ces trois-là pour Joe Hendry. Pourquoi pas? Après, voilà, je suis un peu, ouais, un peu étonnée qu'on les laisse tomber eux comme ça, parce que je trouve que ça n'a pas fait avancer grand-chose dans pour leur personnage, à aucun des trois. Si ça se termine comme ça, en fait. Alors après, peut-être qu'ils nous réservent de bonnes surprises. On a appris que Danhausen aura un match à SummerSlam contre Dominique, donc peut-être que il va se passer quelque chose d'un peu plus spectaculaire à SummerSlam. En tout cas, j'ai toujours hâte de voir Danhausen, mais là, sur ce coup-là, je trouve que ça se disperse un petit peu trop. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est vrai que c'est un peu surprenant de plus du tout voir le Miz, Kit Wilson et Zack Ryder. Enfin, Matt Cardona. Matt Cardona, pardon, j'ai eu un trou. Et ça sert d'avoir deux noms. Et moi, je trouve que ça a fonctionné sur l'épisode de Raw d'avoir Joe Hendry avec Danhausen. Je pense vraiment que
pour qu'il pop dans le main roster, Joe Hendry, il faut qu'il soit aimé, et pour qu'il soit aimé, il lui faut du temps d'antenne. Il est plutôt bon, je trouve, sur le ring, hein, moi, mais il faut qu'il puisse faire des expressions faciales, il faut qu'il ait du micro. Je pense qu'il faut qu'il arrive à gagner sa popularité, un peu comme LA Knight s'est imposé en ayant au début des feuds vraiment pas terribles. On se souvient où la feud contre Bray Wyatt, c'était pas ouf, mais il a réussi à gagner sa popularité comme ça. Je pense qu'il a besoin de gratter du temps d'antenne, quoi. Joe Hendry pour démarrer. Moi, ça me choque pas, mais après, il faut pas vampiriser trop de monde autour du personnage de Danhausen, oui, qui sort un petit peu de la ligne classique des catcheurs. Donc, je suis un peu curieux de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Pour enchaîner sur une autre histoire qui n'a rien à voir, mais qui a été un petit peu touchée par tout ça. Donc, vous savez qu'à SummerSlam, il va y avoir cet énorme affrontement entre Brock Lesnar et Obafemi en Hell in a Cell. Bon, rien n'a avancé spécialement cette semaine, que ce soit à Raw, à SmackDown ou à Saturday Night Main Event. Juste à Raw, parce que Obafemi était de passage dans les couloirs et qu'il s'est fait bousculer par JD McDonough qui avait sa mallette de billets là. On a eu un match entre Obafemi et JD qui a duré moins d'une minute. Voilà, je sais pas si l'un comme l'autre voulait ajouter quelque chose, mais c'est pas l'intrigue là, elle a pas vraiment progressé pour ce match-là, non. Oui, on a parlé de Bafemi, il a pu, montrer un peu, sa puissance en squashant, JD. Voilà, on attend la suite. Ouais, petit échauffement, ouais. C'est ça. Alors, il y avait un match qu'on attendait pas mal à ce Saturday Night Main Event, qui était en tout cas un peu un gros point d'interrogation. C'est la fameuse histoire de Lyra Valkyria et Bayley, avec Lyra Valkyria et ce nouveau personnage de fille très dérangée psychologiquement parlant. Là, on a eu un match de 10 minutes 30 qui, pour le coup, a plutôt reçu des bons échos, des résultats et des notes positives sur les réseaux sociaux. Et c'est Lyra qui a gagné, qui a battu à la clean, qui a battu Bayley, et qui donc sort vainqueur de cet affrontement entre anciennes amies, qui a été parfois assez violent, effectivement. Et on ne verra plus Bayley de la semaine. Il y a d'ailleurs des grosses rumeurs qui parlent que c'était peut-être son dernier affrontement. Lyra Valkyria, quant à elle, elle a eu, je crois, un interview micro là en backstage à Raw. Bon, elle semble s'intéresser un petit peu à d'autres ceintures, celle de Sol Ruka, qui était le titre intercontinental féminin, qui était un peu sa ceinture à elle. Mais clairement, voilà, le pic de la semaine sur cette histoire, c'était ce match, cet affrontement. Letty, est-ce que les promesses sont tenues et est-ce que finalement on commence à y croire en push de Lyra Valkyria sur cette gimmick-là? Alors un push, je sais pas. En tout cas, le match était plutôt pas mal. Elle a gagné clean, comme tu l'as dit. Bayley, j'étais un peu plus surprise de la voir, enfin de la voir, justement de ne pas la voir revenir, dès lundi. Alors après, est-ce qu'elle va faire une pause? Est-ce qu'elle va, voilà, partir un petit peu, se ressourcer? Est-ce que c'est terminé pour elle? J'espère pas, mais voilà, l'avenir nous le dira. Après Lyra, je pense oui, il faut qu'elle s'accroche. Là, ça a l'air de passer, avec cette nouvelle gimmick. J'attends de voir. Là, à l'heure actuelle, je suis pas convaincue que sur la durée, ce genre de personnage peut durer. Je peux me tromper. J'espère pour elle que je me trompe. Mais voilà, j'attends de voir, la suite. Moi, c'était pas mon moment préféré, mais j'attends de voir avec impatience quand même ce que ça va donner pour elle, si elle va, comme tu l'as dit, se rapprocher peut-être d'une ceinture ou, voilà. Bon, et pour Bayley alors, Vince, t'as des infos? Écoute, c'est un match qui était assez étonnant parce qu'elle s'est fait éclater le nez direct, Lyra. Elle a passé tout le match à saigner abondamment du nez. Ouais. Elle lui a bien mis un gros coup, elle a porté le coup, elle l'a pas atténué et du coup, le match était un petit peu bizarre parce que tu avais l'impression quand même que l'alchimie, bof. Mais d'un autre côté, écoute, je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. Si tu veux mettre Valkyria en avant, mettre en avant le fait qu'elle est passée, heel, le résultat est le bon et puis après elle continue à s'acharner quand même sur Bayley. Donc écoute, je sais pas si on la reverra. Je sais que son contrat se termine normalement à la fin de l'année. Est-ce qu'elle va vouloir, reprolonger? J'en sais rien. Je sais qu'il y a sa copine, Mercedes Moné, qui était donc l'ancienne, Sasha Banks à la All Elite Wrestling, qui fait beaucoup d'appels du pied pour qu'elle la rejoigne. Peut-être que ce sera le cas.
Est-ce qu'elle a fait le tour de la question de la WWE un peu aussi, Bayley? C'est pas non plus, déconnant, hein, je crois que j'ai vu passer une stat, ça fait 10 ans qu'elle est, dans le main roster. Elle a Oui, fait hein. quelques années aussi à NXT. Bon, elle a peut-être fait le tour, il lui faut peut-être quelque chose de nouveau. Elle a peut-être besoin de quelque chose, de différent. Voilà, après, comme je le disais, le match heu, c'était bizarre ce match-là, en fait. J'arrivais pas à, je trouvais qu'il y avait pas d'alchimie entre les 2. Voilà, c'est étonnant, mais c'est comme ça et malgré le fait qu'elles se sont fait de belles prises et cetera. Bon écoute, moi je suis quand même satisfait que l'Aïra ait gagné et l'avenir, il faut parier sur l'avenir sur elle, c'est une obligation. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ce changement de personnage et cette espèce de gimmick heel, c'était à elle de gagner. Après, peut-être sur un truc un peu plus soit vicieux, soit violent que ce qui s'est passé, même si le match, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Après, Bailey, je suis assez d'accord sur le fait que peut-être son truc tourne en rond et qu'elle a jamais réussi à vraiment transformer l'essai quand elle l'a eu, hein. On a longuement parlé ici de tout ce qui était le damage control, son turn contre le damage control, tout ça, on n'était pas toujours très très fan de comment c'était exécuté, de comment ça rendait sur le ring, de comment elle, au micro, elle avait géré ses face turns, ses heel turns. Moi, je pense que malheureusement, si elle part, c'est pas quelqu'un qui va me banquer beaucoup, beaucoup, hein, dans un roster où il y a du talent. Euh, je sais qu'elle avait fait des petites incursions à la Triple A, hein, ça aurait pu être la Triple A, ça aurait pu être une porte de pas de sortie, mais de réorientation peut-être pour elle, je sais pas. En tout cas, oui, voilà, les rumeurs la voient déjà à la AEW, les semaines qui vont venir nous en diront plus, hein, peut-être, certainement pour Bailey. Bon, ben oups, pardon. On arrive au final, pas au vrai final, mais on arrive au dernier match de ce Saturday Night Main Event. Alors là, il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux, il y a eu beaucoup, beaucoup de répercussions dans les jours qui ont suivi. Donc le match CM Punk et Cody Rhodes, donc le champion de la WWE et son challenger pour SummerSlam, affrontent Gunther et Sami Zayn, en sachant que si Gunther et Sami Zayn gagnent, ils sont ajoutés au match pour SummerSlam et ça fait un Fatal 4-Way. Donc clairement, Cody Rhodes et CM Punk, ils ont tout intérêt à travailler ensemble, mais aussi Gunther et Sami Zayn de leur côté. Donc on a vu beaucoup de choses, hein, là dans ce match. Ça s'est bagarré d'entrée, de suite, très très vite. C'est parti un petit peu dans tous les sens. On a eu toutes les combinaisons possibles, hein. On a vu CM Punk se retrouver contre Sami Zayn, Cody Rhodes aussi. On a vu voilà, Gunther avoir des phases de domination, mais on n'a pas pu empêcher la fameuse intervention sur l'arbitre. Et alors qu'il allait gagner, que Gunther allait gagner, c'est Nick Aldis qui est venu enlever l'arbitre du match. Nick Aldis, donc, qui est le manager général de SmackDown, mais qui est en grande tension contre Gunther. Et il est même allé frapper Gunther avec la ceinture de champion. Bref, ça a été un petit peu le bordel. Et ça a fini par CM Punk qui met son JTS sur Gunther et qui va mettre Cody Rhodes sur Gunther, qui était l'homme légal à ce moment-là, pour la victoire. Donc, le match ne sera pas un Fatal 4-Way, hein, ça restera bien un 1 contre 1, CM Punk contre Cody Rhodes. Et alors là, ça va être un gros morceau puisque les répercussions dans la semaine ont été énormes. Nous avons eu d'ailleurs, tiens, j'en ai pas du tout parlé jusqu'à présent, mais on a eu en début de semaine un SummerSlam kick-off, un peu comme on avait eu ces derniers temps pour WrestleMania. Souvenez-vous du fameux kick-off de WrestleMania 40, là, le fameux soir où The Rock a sorti son PowerPoint de tout son arbre généalogique. Bon là, je sais pas si vous l'avez vu les amis, le kick-off SummerSlam, il était beaucoup plus oubliable. On a quand même eu deux, trois infos, et notamment Gunther et Nick Aldis en sont venus aux mains, ce qui a fait dire à Triple H, quand même, hein, l'autorité lui-même, qu'à SummerSlam, on aurait un match entre Gunther et Nick Aldis. On a eu la signature de contrat à SmackDown, et on nous a sorti une nouvelle information assez importante, c'est que Nick Aldis, qui signe le contrat, qui va affronter Gunther, il perd son rôle de General Manager de SmackDown, et c'est Adam Pearce qui retrouve le rôle. En disant que Nick Aldis, voilà, c'est officiel, il ne peut pas, en tant que general manager, affronter un catcheur. Bon, il y a des précédents, hein, quand même. Moi, j'en ai vu plein, des general managers avoir des matchs. Je pense à John Laurinaitis, notamment, ou même Daniel Bryan, quand il était general manager de SmackDown, avec Shane McMahon, qui avait affronté Owens et Sami Zayn. Mais bon, bref. Bon, là, c'est la loi.
Et ça finit par une grosse bagarre où Gunther a passé Nick Aldis à travers la table de la signature de contrat. Mais déjà, voilà, on a ce premier gros morceau avec un Gunther qui va affronter Nick Aldis et Nick Aldis qui va devenir vraisemblablement un catcheur à long terme. De l'autre côté, CM Punk et Cody Rhodes, ben, ils commencent à se tendre hein, lors de la signature lors du kick-off de SummerSlam, déjà, ça s'est un peu tendu, parce que soi-disant, à la fin du match, CM Punk, en remettant sa ceinture sur son épaule, ça a foutu un petit coup de ceinture dans la tronche de Cody Rhodes. Du coup, c'est toujours la question, est-ce que c'est intentionnel, est-ce que c'est pas intentionnel et ça a fini quand même par un face-à-face assez tendu entre les deux hommes à SmackDown, hein, où ils ont rappelé voilà, qu'ils allaient s'affronter, que voilà, moi, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Ils disent qu'ils sont amis, mais après, ils disent qu'ils s'aiment pas spécialement. Cody Rhodes, il dit à CM Punk, I don't like you. C'est pas du tout ce qui était dit jusqu'à présent. CM Punk lui dit, ah ouais, si tu m'aimes pas, ou ce que t'aimes pas, c'est le fait que ça soit moi le champion. Enfin, bref. On est en train de nous construire un gros main event pour SummerSlam entre CM Punk et Cody Rhodes. Il y a encore eu d'autres répercussions pour Sami Zayn, mais on va quand même marquer une petite pause. Déjà, Vince, honneur à toi pour cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match à Saturday Night Main Event, qui était quand même un gros morceau assez court, hein, 14 minutes 8. Et surtout, bah voilà, on a les confirmations qu'on attendait. Ce match-là a vraiment des répercussions pour SummerSlam. On a un 1 contre 1 pour le titre mondial, et on a Gunther qui va affronter Nick Aldis. Est-ce que tout ça t'inspire, te plaît et te motive pour le show du mois d'août? Elle est très motivée. Le match a été très bon pour moi. Ça commence fort puisque, les heels attaquent direct, tu as Punk qui se fait exploser à l'extérieur du ring, qui revient même un petit peu en sang. Ça se passe des grosses prises, hein, il y a beaucoup de near fall, et puis à un moment donné, bon beh, tu as un ref bump quand même, ce qui fait que, comment il s'appelle? Gunther en profite, aussi, pour attaquer, donc les faces et puis voilà, donc il place sa powerbomb, il va faire le 1-2-3, l'arbitre, est retenu par Aldis qui arrive. Donc tu te doutais bien qu'Aldis allait intervenir vu la branlée qu'il avait prise, 10 jours auparavant. Il fout un coup de ceinture en plus et ça arrive sur, du coup Gunther arrive dans les bras de notre ami CM Punk, qui lui fait un GTS. Aldis va rechercher l'arbitre qui était, donc Charles Robinson, qui était complètement éclaté par terre, pour le remettre dans le ring, et puis il fait le compte de 3. Donc effectivement, on a un 1 contre 1. Voilà, le Fatal 4-Way n'aura pas lieu. Bon, moi, je m'y attendais un petit peu. Au Fanatics, comme tu dis, c'est le kick-off. Alors, c'est pas le Fanatics, pardon, t'as raison, c'est le kick-off. On revoit l'image où effectivement, CM Punk met un coup de ceinture, ce que j'avais remarqué en direct, donc je savais pas si. Moi, en direct, j'ai l'impression que c'est pas fait exprès. Mais tu as vraiment l'impression qu'ils refont un peu, comme tu l'as dit, le segment où le Rock gifle Cody, hein, et que ça, c'est le début de ce run de WrestleMania qui avait été fabuleux. C'est tout ce que je leur souhaite aux deux. Pareil, sur le segment SmackDown, on a quand même Cody Rhodes qui fait voir que ben ouais, il n'aime pas forcément Punk, mais il aime bien, que c'est le seul qu'il craint, pardon, qui s'est aussi inspiré de lui quand il a fait la pipe bomb de CM Punk. Il a écouté quand lui-même a fait sa propre pipe bomb. Il a pris de CM Punk. Il sait que la foule est derrière lui parce que c'était un petit peu bizarre là, ce SmackDown où tu as Cody Rhodes qui arrive à être acclamé pendant sa musique et quand il va commencer à parler, il commence à être un peu hué. Voilà, on lui a même signifié dans les vestiaires qu'il y en avait marre d'avoir toujours les mêmes qui soient champions, qui soient les faces de la compagnie. Tout ça se marie vachement bien, je trouve. On a un Cody Rhodes qui très tendu, on a un CM Punk qui est sûr de lui. Je pense que ça va nous faire un super match. Et puis le fait d'avoir Gunther contre Nick Aldis, on en avait parlé tous les quatre. Alors, pardon, on avait parlé la semaine dernière. Il n'y avait pas Letty, mais Aldis c'est un très bon lutteur, un ancien champion de TNA et NWA. Et on l'a vu, il a encore de beaux restes là quand il a commencé à attaquer Gunther. Malheureusement, un petit coup de pied dans les parties et une table après, Gunther est reparti encore en fanfaronnant. Voilà, on a deux belles affiches, 2 belles affiches. Et ben, on a un Vince qui est ravi. Letty, est-ce que toi aussi tout ça te donne envie? Est-ce que tu as hâte de voir Aldis sur le ring?
Bah, écoute, je pense qu'il faudrait être difficile pour pas être, satisfait de ces 2 affiches, qui s'annoncent. Alors déjà le match à Saturday Night Main Event était, très, très bon. Effectivement, je pense que tout le monde avait vu, arriver les interventions, notamment de Nick Aldis, donc voilà, c'était une surprise, sans l'être, mais c'est très bien amené, je trouve. Pendant tout le match, on a vu quand même que l'enjeu, d'être peut-être ajouté, au match de championnat fait que, bah, Gunther et Sami ont plutôt pas mal bossé ensemble, je trouve. Alors sans être, super potes, mais on voyait qu'il y avait quand même, bah, il y avait de l'envie, de gagner malgré tout. Hem et donc ce qui se passe là en ce moment, bah, notamment là à SmackDown entre Cody et CM Punk, je trouve que c'est assez intéressant puisque là effectivement on s'emmenait sur un face contre face. C'est toujours un peu compliqué, ces matchs-là. Et là, le fait de, bah, recréer un petit peu, bah, de l'animosité, de voilà, les «je t'aime pas», les choses comme ça qu'on n'entendait pas avant, je trouve que ça rajoute, de l'enjeu, ça rajoute un peu de hype, et on enlève cette image de poster boy contre poster boy en fait, et on a vraiment envie de, bah, de les voir, s'écharper quoi. Quant à Nick Aldis et Gunther, donc Nick Aldis, moi je savais qu'il avait été catcheur, j'avais encore jamais vu, je l'ai pas vu combattre. Je suis allée regarder du coup ces derniers jours un petit peu sur YouTube, on trouve quelques matchs, donc ça a l'air, bah, il a l'air d'être plutôt bon, donc j'ai très hâte, de voir, ce que ça va donner, à SummerSlam. Et donc du coup, on a, toujours ce pauvre Sami qui se retrouve au milieu, dont on va parler un petit peu plus tard, voilà, où j'ai hâte de voir aussi ce qui l'attend, pour la suite. Et moi j'ai beaucoup aimé le match, franchement, c'était un bon main event de c'est pas un PLE, mais c'est un bon main event de show. Ils ont réussi à mettre, voilà l'enjeu, le côté urgence pour tenter des pinfalls, pour tenter des trucs et cetera. J'aime l'histoire avec Nick Aldis et Gunther. Je suis un peu plus, voilà, circonspect sur ce côté, bon, bah, du coup, tu es plus manager général et je pose la question, mais pour moi, mon choix est fait. Est-ce qu'il faudra un nouveau general manager à SmackDown? Je pense et j'espère que oui. Adam Pearce, c'est très sympa, mais j'aimerais bien que les rôles soient bien distincts. C'est plutôt sympa quand ça se passe comme ça. Et, pour CM Punk et Cody, je trouve que, comment dire, je suis moins fan. Je trouve ça sent un peu plus ce côté du bon, bah, maintenant qu'on a un match à SummerSlam, il faut quand même qu'on ait une feud. Et donc, il faut quand même qu'on trouve des trucs à se dire de manière négative, alors que ça allait un peu à l'encontre de ce qu'il disait jusqu'à présent. Mais on va avoir j'espère, un très grand match. Et très très difficile à pronostiquer aussi. On y viendra après, mais c'est difficile de savoir qui peut sortir vainqueur de ce match de la peur. Donc tout ça a bien progressé et le Saturday Night Main Event pour le coup a vraiment aidé à ce que ça avance jusqu'à SummerSlam, donc ça c'était plutôt réussi. Pour Sami Zayn, bah écoute, on va y aller de suite, hein, on va dire ce qui se passe. Sami Zayn, bah évidemment il est fou furieux, on l'a vu à SmackDown, hein, il dit que lui il a tout perdu dans l'histoire, que Cody et CM Punk ont leur match, que Gunther a son match, mais que lui il a rien et qu'il comprend bien qu'il y a une conspiration, hein, contre lui, que visiblement lui on veut pas de lui. Et donc Adam Pearce lui annonce qu'il y aura en fait lors de SmackDown un match, un Fatal 4-Way entre Damian Priest, Finn Balor, Royce Keys et Trick Williams. Tous ces quatre-là ont été des gens que CM Punk avait cités comme des gens qu'il avait envie d'affronter. Donc il leur donne un Fatal 4-Way à SmackDown. Et le gagnant affrontera Sami Zayn à SummerSlam pour devenir le number one contender du gagnant entre CM Punk et Cody Rhodes, sachant que Gunther lui aussi a clairement fait comprendre dans les vestiaires que qui que soit le champion, il se placerait bien. Euh, donc bah, on va enchaîner là-dessus. On va enchaîner là. On a quitté donc euh, Saturday Night Main Event. On va y revenir un tout petit peu après parce qu'il s'était passé encore autre chose. Mais donc on va parler maintenant de cette grosse histoire qui a lieu entre deux shows. Le 6-man tag team match, donc le match qui est prévu à SummerSlam, avec d'un côté donc la gang Jimmy Uso et Jacob Fatu, et de l'autre côté LA Knight, Royce Keys et Solo Sikoa. Donc ce qui s'est passé à Raw, c'est tout simplement qu'on a eu un match entre Jacob Fatu et LA Knight.
qui a été gagné par Jacob Fatu, avec des interventions là encore générales, puisqu'on ça finit en baston. Les Usos étaient là, Solo Sikoa est arrivé avec sa petite façon d'intervenir, là toujours par l'extérieur en venant attaquer les Usos. C'était un peu le bordel, mais ça a été un gros match. C'était le main event de Monday Night Raw, qui a duré 14 minutes. Et à SmackDown, et ben en fait, dans cette affiche, Finn Balor contre Damian Priest, contre Trick Williams, contre Royce Keys, qui était une très belle affiche, quand même, un Fatal 4-Way assez séduisant. Et ben du coup, malheureusement, on n'a pas tout à fait eu le Fatal 4-Way clean qu'on espérait, parce que dans l'histoire, il y a Royce Keys, et que donc, et ben, on a eu des interventions de Jacob Fatu, des Usos contre Royce Keys, de LA Knight qui débarque, et dans tout ce bordel, eh bien, c'est Finn Balor qui a réussi à s'imposer. Donc on aura à SummerSlam un match, là aussi pas dégueu quand même, entre Finn Balor et Sami Zayn, au prix d'un affrontement où on a quand même vu quelques moves sympas, avec un Damian Priest, moi j'ai trouvé qu'il était assez impressionnant, Trick Williams qui a réussi à sortir sa part, Finn Balor qui a enchaîné quelques fulgurances comme d'habitude, et qui a gagné donc sur un coup de grâce. Donc ça veut dire que pour SummerSlam, on se sécurise un Finn Balor contre Sami Zayn et on aura bien ce fameux 3 contre 3 dont on a beaucoup parlé ici, les Usos d'un côté et les autres de l'autre, qui a une tension qui n'arrête pas de monter. Il y a un dernier passage dont j'ai pas parlé, mais je vais venir tout de suite après, où on a vu Solo Sikoa aussi à Raw. Déjà, Letty, est-ce que tu es contente pour Finn Balor? Est-ce que tu es contente pour Sami Zayn qui se retrouve avec un programme intéressant quand même? Et la guerre des 3 contre 3, là, ça prend une nouvelle étape. Eh ben, gros programme, effectivement. Alors le match, à 4 était très bon, j'ai trouvé. Tout le monde a pu montrer un peu, de gros mouvements. On avait, enfin moi je pensais effectivement, forcément comme tout le monde, on s'attendait aux interventions, sachant que Royce Keys était là. Ça paraissait évident, mais voilà, ça rajoute encore un petit truc, dans leur feud. Je suis très contente pour Finn Balor. Je trouve qu'il voilà, il mérite, d'être un petit peu sur le devant de la scène. Un match, d'autant plus contre Sami, à SummerSlam, c'est plutôt pas mal. C'est un match d'aspirant numéro 1, donc il y a quand même un petit enjeu, qui est mis dans ce match. Pour Sami, alors je suis contente qu'il ait effectivement, un match à SummerSlam. Après voilà, je comprends sa frustration. Je pense qu'à sa place, on serait tous un petit peu frustrés, voilà, de voir qu'en tant qu'ancien champion, une revanche sans être obligé de la gagner. Mais bon, il s'en sort finalement pas si mal que ça. Il a quand même un match à voir, voilà, si ce sera un match clean, comment ça se passe, voilà, j'ai hâte de découvrir. Et ce gros 3 contre 3, et bien, ça nous mange quand même une grosse partie, du programme, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Il y a un gros temps d'antenne qui leur est consacré, et je trouve que c'est plutôt pas mal. On voit avec, le temps, au fur et à mesure des émissions, que l'association de convenance, on va dire, entre LA Knight, Royce Keys et Solo, devient un petit peu plus forte. On voit des liens qui commencent un petit peu quand même à essayer de se tisser, même si Solo, on en reparlera après, mais c'est encore compliqué. Et j'aime bien aussi du côté Bloodline, de voir que Jacob Fatu s'implique un petit peu plus. Au début, il était quand même très réticent avec les Usos, en sous-entendant un peu qu'il était là pour Roman, mais que, c'était pas ses potes, quoi, en gros. Et là, on voit quand même qu'il vient malgré tout les aider, il vient les défendre. Donc voilà, les deux équipes se montent bien et se montent bien surtout aussi l'une contre l'autre. Et je pense que ça va être explosif à SummerSlam. Enfin, je l'espère, en tout cas. Ouais, un 3 contre 3 qui va sûrement partir dans tous les sens dès que la cloche va sonner. Vince, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que ça y est, ces alliances te paraissent crédibles et solides? Je vais d'abord parler de Sami, parce que vous savez très bien que je l'aime beaucoup. Sa promo est très bonne, hein, dans les vestiaires. Il pète un plomb littéralement, il envoie valdagner des bouteilles en plastique et je crois qu'il arrive même un petit peu à sourire la main. Il interpelle notre ami donc Adam Pearce qui veut aller voir un Nick Aldis qui venait de se faire passer une nouvelle fois à tabac par Gunther, et qui lui dit bon ben voilà, tu m'énerves, il y aura pas de changement.
c'est 1 contre 1, c'est Cody, c'est CM Punk, toi, tu y as pas droit. En revanche, je t'offre la possibilité d'avoir un match d'aspirant numéro 1 à SummerSlam, et ce sera le vainqueur de ce Fatal 4-Way. Donc, contraint et forcé, Sami est obligé de l'accepter. J'ai beaucoup aimé la pastille qu'il y a eu pendant d'ailleurs pendant le Fatal 4-Way, où tu vois donc Sami en train de regarder le match avec ce pauvre Johnny Gargano, encore comment on appelle ça, qui est complètement inanimé sur sa Ah, j'ai raté catatonique, ça. voilà, qui est catatonique face à la télé, et il y a Candice LeRae qui est aussi avec eux. J'ai trouvé ça rigolo. Et puis voilà, c'est ce qu'on se disait, quoi. Il y a plus Raw et SmackDown, la frontière est plus aussi nette qu'elle pouvait y avoir. Tous apparaissent dans un show, tous peuvent apparaître dans l'autre, puisque, bah écoute, le main event de Raw, c'est quand même Fatu contre LA Knight. Ça finit avec tous les belligérants sur le ring. On voit que la Bloodline voilà, est plus forte à ce moment-là, malgré Royce Keys, malgré Solo, etc. Et rebelote à SmackDown. Alors vous l'aviez vu, moi pas du tout. Puis alors c'est arrivé de partout, hein. C'est-à-dire que ça commençait d'abord avec les Usos qui arrivent pour empêcher Royce Keys, LA Knight qui arrive, donc les Usos et LA Knight sont à l'extérieur, et puis Solo qui est là aussi pour aider Royce Keys. Donc on a déjà 4 sur les 6 qui se barrent. Et puis là, tu vois arriver Jacob Fatu, il te fait un hip attack contre la balustrade sur la tête de Royce Keys, monstrueux. Donc out le Royce Keys, ils ont réussi ce qu'ils voulaient, donc il n'aura pas de match d'aspirant numéro 1. Et puis voilà, un autre de mes chouchous, Finn qui gagne. J'en avais parlé la semaine dernière, je me demandais si à force de le faire gagner des matchs, on n'allait pas lui trouver soit un petit match pour être aspirant, pour être peut-être contender, ou un Money in the Bank. Là, voilà, il a un match pour le first contender à SummerSlam. Très belle affiche, hein, encore un super match. Je sais pas si on en a eu beaucoup des Sami Zayn, Finn Balor. Moi, je le prends direct, ce match-là, je suis super content. Le mélange là, au niveau de l'écriture entre la Bloodline à SmackDown contre LA Knight, Royce Keys et Solo est superbement écrit. Bon, voilà, il y a rien à rajouter, quoi. Bah alors tout est dit, tout est dit. Non, moi je suis content qu'il y ait un bon programme pour Sami, hein. Je trouve qu'il est totalement légitime quand il dit Et moi, il n'y a plus personne qui pense à moi. On a déjà parlé et on en reparlera peut-être effectivement de son premier règne qui n'aura duré en gros, une grosse semaine. Mais bon, bah, au moins comme ça, il a ouvert son compteur de champion du monde et il y reviendra sûrement. De toute façon, je le trouve tellement bon, Sami Zayn, hein, dans ce personnage heel de râleur, de chouineur. D'ailleurs, il prend un peu la place de Drew McIntyre qui n'est pas là, hein. En biologie, on appelle ça une niche écologique. Voilà, il prend le créneau d'une espèce qui a disparu. Il fait la même chose. Donc c'est pas mal. Et l'affrontement contre Finn Balor va être vraiment très bon, je pense. Moi, je suis un peu inquiet, hein, Vince. Finn Balor, j'ai mis de gros doutes sur le long terme. Babyface et tout seul, je trouve que c'est quand même difficile pour lui. C'est pas un gars qui arrive à avoir, je trouve, ça peut se discuter bien sûr, mais le charisme, soit il faut qu'il soit en tag team, soit il faut qu'il soit heel, où il passe mieux. Mais quitter le Judgment Day et s'en faire dégager, ça. Il y a eu une bonne feud où il a eu beaucoup de popularité, hein, contre JD et Dominique, mais maintenant qu'il est là à SmackDown, je trouve qu'il a plus de mal. Mais c'est bien qu'il ait ce shot-là et ce match-là. Ça va bien occuper les deux là. De toute façon, il faut remplir les 2 nuits, hein, de SummerSlam. Je trouvais ça un peu confus, moi. Ça commence à plus me plaire, là, les 3 contre 3. J'avais du mal au début à comprendre finalement quel était vraiment l'enjeu de ces grosses bastons. Bon, finalement, je pense qu'il faut accepter qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, à part juste que les mecs veulent se mettre sur la gueule et que ça va faire sûrement un chouette match à 3 contre 3. Ça occupe Jacob, voilà, qui est quand même vendu comme un gros monstre, donc il faut bien lui trouver des oppositions. Ça occupe LA Knight et consorts. Je sais pas si moi j'ai eu un mauvais son, mais j'ai quand même été un peu étonné à SmackDown j'ai trouvé le public assez amorphe, et notamment dans ce main event quand LA Knight arrive, quand les Usos débarquent et tout ça. J'ai entendu très très peu de bruit dans la salle. Donc j'ai eu l'impression que voilà, le public était un petit peu mort. Mais, mais bon, sur le principe, ça me plaît quand même. Et ils ont buildé le truc pour que ça donne envie de voir ce 3 contre 3.
Je serais un Alors, peu moins, si tu ouais, permets de t'interrompre sur Finn vas-y. Balor, il y a une chose qui est importante, c'est que quand il devient face, qu'il peut apporter déjà le public est derrière lui et vraiment derrière lui, et il y a aussi le fait qu'il peut ramener le démon. Et ça, c'est une composante Oui, importante de Finn Balor face. Quand il amène le démon, il gagne encore un petit peu plus sur, alors il fait rien de plus, hein, sauf qu'il est peut-être un peu plus increvable, mais cette gimmick-là lui apporte un gros plus au niveau du public, et tu peux pas forcément t'en servir quand il est heal. Donc bah, moi je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir fait ça, et je me dis que peut-être le ramener, que c'est comme ça qu'il deviendra champion. peut-être, Ah, peut-être, je le peut-être qu'on défendrai jusqu'au bout, hein, tu sais, comme Sami. c'est beau, c'est beau. On sent ton enthousiasme. Non, pourquoi pas le démon, on verra bien, il reviendra peut-être, prochainement. Alors, on rembobine un petit peu parce qu'on va retourner sur Saturday Night Main Event très rapidement. Pourtant, c'était un gros morceau du soir, hein, puisque le main event de Saturday Night Main Event a duré presque une demi-heure. C'était pas un main event catchesque, c'était juste Roman Reigns qui venait avec encore un joueur de NBA, des Knicks, qui s'appelle Jalen Brunson. Et voilà, ils sont tous les deux là, ils sont venus un petit peu fanfaronner. La musique de Seth Rollins, qui est l'adversaire de Roman Reigns à SummerSlam, a retenti, mais c'est pas lui qui est arrivé d'abord, c'est un autre joueur d'une équipe ennemie, hein, des Indiana Pacers. Bon, là, je lis un résumé, hein, j'y connais rien moi. Donc Tyrese Halliburton qui est arrivé et qui avait une chaise à la main quand même, il voulait en découdre. Ça a permis à Seth Rollins d'arriver par derrière. Bref, ça a été un petit peu la bagarre, complètement. Bon, les joueurs de basket ne sont pas venus aux mains l'un contre l'autre, hein, quand même, on n'en est pas à ce point-là. Mais c'est quand même Roman Reigns qui a pris le dessus et qui a réussi à survivre, qui a évité donc un curb stomp parce que le basketteur, donc Bronson, s'est interposé et Roman Reigns a pu placer un spear. Et voilà, Roman Reigns et donc Bronson ont fini le show main dans la main. Il y avait une ceinture, un trophée de la NBA qui a été sur le ring. Et il y avait la ceinture de champion du monde de la WWE, champion du monde poids lourd. Donc voilà, c'est un petit peu fanfaronné entre grosses superstars de leur discipline, la Roman Reigns et puis le joueur des Knicks. Dans le reste de la semaine, on a moyennement avancé, voire pas du tout. Seulement à Raw, je vous disais tout à l'heure qu'on avait vu Solo Sikoa. Et bien Solo Sikoa est venu à Raw proposer son aide à Seth Rollins. Il lui a dit, écoute, tu vas affronter Roman Reigns à SummerSlam. Je connais ça, j'ai été dans le camp de Roman Reigns. Je sais que quand tu vas l'affronter, tu vas te retrouver tout seul contre toute la Bloodlines. Donc, je peux t'aider. Et il lui dit en gros ce que tu as fait pour Cody à WrestleMania 40 pour qu'il batte Roman Reigns, bah, je peux le faire pour toi. Donc, je suis prêt à me sacrifier pour toi. C'est quand même une grosse demande, mais Seth Rollins, il a dit bon, je vais y réfléchir, je vais voir. Ça n'a pas trop plu à Solo Sikoa qui s'est senti vexé, mais ils ont été interrompus par Jacob Fatu qui a débarqué et Jacob Fatu qui a pris un super kick de Seth Rollins au passage. Alors, on n'aura pas vu Roman Reigns hein, de la semaine et à SmackDown il s'est rien passé pour le coup pour tout ça. Bon déjà, on va s'adresser aux passionnés de NBA. Hein. Est-ce que ce main event mêlant tes deux sports favoris, ça t'a ravi Vince ou est-ce que c'était un petit peu mollasson? Et puis, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que vous pensez que Solo Sikoa va vraiment intervenir? Est-ce qu'on peut imaginer des grosses interventions comme ça dans le match entre Reigns et Rollins? Pour te parler, franchement, j'ai trouvé mou du genou ce main event. Ça a mis 3 plombes pour que Jalen Brunson, donc c'est le MVP des dernières finales NBA, donc ça veut dire que c'est le meilleur joueur en fait des playoffs et que c'est celui qui te donne le titre, donc c'est un gros joueur. Mais je sais pas combien de temps à sortir de son vestiaire, à traverser tout, toute l'arena pour arriver avec à côté de Roman Reigns pour son entrée. Ça met une plombe là aussi, ça parlote, machin. Et puis après, effectivement, tu as Tyrese Halliburton. Alors c'est un joueur. Et Jalen Brunson et Tyrese Halliburton avaient déjà été à SmackDown, eux. Ils avaient prêté main forte, c'était LA Knight et je sais plus trop qui. Voilà. Mais Tyrese Halliburton, donc, était le meneur des Indiana Pacers, qui s'est fait une grosse blessure en début d'année et donc qui n'a pas joué de l'année. Qui au Fanatics était copain avec Trick Williams puisqu'il est habillé comme lui. Et donc, il fait semblant d'être Seth Rollins. Seth Rollins commence à rouer de coups Roman Reigns. Mais là, comparé à la semaine dernière, Reigns arrive
à reprendre le dessus grâce à une très, très mollassonne, là encore, intervention de Bronson, hein, qui se met juste devant. Et puis, ça a servi à faire un Superman Punch. Puis après, mine de rien, Reigns a dû kiffer parce qu'il a le trophée NBA des finales, hein. C'est le champion, voilà, il y a le trophée du champion NBA dans les mains. Et puis Bronson a les 2 ceintures, mais ça apporte rien. Je suis navré de le dire. Je Voilà, ça fait splotch pour moi ce main event. Pareil, circonspect quand, Solo vient à Raw pour, demander à Rollins de venir sur le ring et de lui dire: «Je vais t'aider». Voilà, Rollins dit qu'il va y penser, mais comme l'autre il lui retient un petit peu, il le retient, il prend un super kick. Donc je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin, mais on voit vraiment que Solo, il a une dent contre la Bloodlines et il reculera devant rien pour les faire perdre. Voilà, je suis pas sûr que Rollins accepte, même si, on sait que Rollins, est adepte des plans, à plusieurs, étages, donc peut-être que finalement il nous fait croire que non et peut-être que ce sera oui, au final. Mais, voilà, j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose à la storyline. Voilà, Letty, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces basketteurs? Et et bien, un petit peu pareil. Je trouve que ça a pas apporté grand-chose, d'autant plus qu'on sortait, quand même d'un gros match. J'ai d'autant moins compris, qu'ils aient mis ça en main event. En fait, ils auraient pu mettre, enfin inverser, je trouve, ce segment et le dernier match, donc le match tag team. Alors, en plus, moi, personnellement, ne connaissant pas vraiment, voire pas du tout le basket, j'étais d'autant moins touchée par tout ce qui s'est passé. Alors bon, j'ai bien compris qu'on était chez les Knicks et que, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Le public était, content, ça, j'ai aucun souci. Mais, effectivement, je trouve que ça n'a pas apporté grand-chose, mis à part, voilà, une nouvelle confrontation entre, Seth et Roman, qui aurait très bien pu, se dérouler, lors d'un Raw, lambda. Enfin, voilà, je trouve que ça n'avait pas grand intérêt de le mettre à cet endroit-là. Bon, écoute, Roman avait l'air effectivement très content de de porter ce trophée, donc écoute, il s'est fait plaisir, tant mieux pour lui. Hem Et sinon, Solo, effectivement, enfin, ça fait un peu le mec désespéré qui cherche, à tout prix à s'en prendre à la Bloodline. Est-ce qu'il va réussir à intervenir pendant le match entre Roman et Seth? Alors, personnellement, j'espère que non. J'aimerais bien voir ce match, sans intervention. Bon, on verra, en fonction du match à 3 contre 3, si c'est le même soir ou pas. Peut-être que ça jouera, je ne sais pas. Mais voilà, je suis pas passionnée non plus par l'histoire de Solo qui essaye de se raccrocher à Seth. Je trouve ça un peu particulier et je trouve que ça apporte pas grand-chose, en fait. Ah, il y aura sûrement un truc qui va se passer. Moi, je me dis, mystère, mystère, mais je trouve ça bien qu'ils arrivent à rattacher, enfin que Solo, se rattache parce que moi, c'est vraiment le problème que j'avais là avec cette histoire entre, Jacob Fatu, les Samoans, Solo et tout. C'est que ça partait à la base de: «Ah oui, c'est la Bloodline, c'est Roman Reigns qui nous demande», et au final, c'est complètement déconnecté de l'intrigue principale. Donc là, en proposant son aide à Seth Rollins, c'est quand même un move, c'est quand même un move de gros traître un peu, hein, ce qui fait la Solo. Vraiment, il se tourne contre sa famille et donc ça rattache, je trouve, un peu à finalement ce qui est l'enjeu ultime à la WWE, c'est être champion du monde. Donc je trouve que ça a son intérêt. Maintenant, ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, mais des fois je trouve ça un peu compliqué et je pense que c'est peut-être ça aussi pour le public dans la salle, c'est que ce 3 contre 3, il est vraiment hyper difficile à lire en termes d'alignement. Qui sont les face, qui sont les heels. Solo Sikoa, il est plutôt heel quand même, même s'il est du côté de Jacob Fatu, du côté de LA Knight, pardon. Jacob Fatu, il est plutôt puis heel face. Les Usos, on sait pas trop ce qu'ils foutent là depuis quelques semaines. Donc je trouve que ça. Et là, de le voir se tourner vers Seth Rollins, ça faisait presque comme un face turn. Bref, je trouve que c'est intéressant, c'est intriguant. Pour le main event de Saturday Night Main Event et l'histoire des basketteurs, moi j'avoue, je n'ai pas du tout accroché, hein, ça m'intéresse vraiment pas trop ces trucs-là. Donc ça n'a pas apporté grand-chose, donc je vais pas m'épancher un peu plus là-dessus.
Que nous reste-t-il à voir sur cette fameuse semaine? Bon, pour le Saturday Night Main Event, on a vu. À Raw, qu'est-ce qu'on peut rajouter qu'on n'a pas évoqué encore? Les champions tag team de Raw, donc The Vision, hein, qui étaient là. Ils ont ouvert Monday Night Raw. Ils avaient un match tag team, mais pas pour le titre, hein. Ils affrontaient Dragon Lee et Javon Evans. Ils ont gagné avec un spear de Braun Breaker sur Dragon Lee. Il y avait des interventions un peu extérieures avec Maxine Dupuis et Logan Paul qui ont joué leur rôle. Après le match, on a eu l'arrivée d'Otis et Tozawa. On a eu une petite seconde de folie là où Otis et Tozawa ont réussi à mettre la panique, mais voilà, les méchants de Vision ont repris le dessus et ont réussi à se poser en maître de cette division, mais on aura très probablement, j'imagine, un match peut-être pour les ceintures entre The Vision et Otis et Tozawa. Letty, tu sens ça comme ça? Écoute, je sais pas si c'est pour les ceintures, mais je crois qu'il y a un match qui est prévu, lundi là, il me Ok. semble. Enfin, il me semble avoir vu passer ça. Écoute, c'était plus ou moins, ce qu'on attendait tous, enfin depuis la trahison de Maxine, ça semblait évident. Après voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de voir le pauvre Tozawa se faire écrabouiller, pendant un quart d'heure? Je suis pas sûre, mais écoute, on va voir, ce que ça donne. The Vision qui se place un petit peu encore, plus dans la division tag comme, étant un peu, dominant. Javon et Dragon Lee qui ont quand même bien assuré, je trouve pendant tout le match, hein. C'était plutôt ils forment une bonne équipe, je trouve ces 2 là. Donc, à voir aussi, est-ce que c'était, un one shot? Est-ce qu'ils ont l'intention de redemander un match peut-être pour le titre? Est-ce qu'ils vont se séparer? Écoute, à voir. Mais c'était plutôt intéressant et plutôt, je trouve un bon match pour démarrer le show et nous mettre bien dans l'ambiance, de la soirée. Ouais, Vince, toi aussi, tu penses que c'est bien de continuer à tirer un petit peu cette mini-rivalité sur quelques semaines? Alors, on en a parlé la semaine dernière, donc j'ai la sensation que voilà, la vision est arrivée, au bout, ou au moins Ouais, cette itération de la vision, et bon, écoute, je m'attends pas à grand chose. Ils vont éclater, donc les pauvres Alpha Academy, Tozawa et Otis, et puis on n'en parlera plus. Moi, ce qui m'embête le plus, comme je le disais, c'est pour Breaker. J'ai envie qu'il lui fasse un vrai programme, qu'il fasse autre ouais. chose, avec lui. Ceci dit, le match est exceptionnel. Javon Evans et Dragon Lee ont été énormissimes. Javon m'a encore fait très, très peur sur certains moves. Ce garçon est vraiment talentueux. Et je persiste à dire que s'il se blesse pas, sky is the limit, hein, pour lui. Après, Tozawa, pardon, Theory et Breaker ont fait le taf, ont gagné. Breaker, encore une fois, quand il prend cet élan dans les cordes avant de faire son spear, c'est impressionnant, la vitesse qu'il arrive à prendre. Donc écoute, on est content. Bon, après, voilà, on va Akira et Otis, c'est normal, ils en veulent à notre ami, Maxine, et puis, Otis fait un sacré boulot au départ, hein. Il nettoie le ring, vraiment, et puis il faut vraiment que tu aies donc le breaker qui revienne et qui lui mette un spear, parce que c'était pas gagné d'avance, hein. Otis avait vraiment, vraiment bien joué sa partition, là-dessus. Voilà, écoute, ça les occupe. Je sais même pas si la Vision aura un match à SummerSlam, ce qui est, quand tu vois quand même la composition avec un Braun Breaker, un Logan Paul, Austin Theory, c'est compliqué. Moi, je vois bien, soit on a rapidement un retour de Bronson, Reed, et là, ça reprend de la gueule, la Vision, soit il faut changer. Bon, on verra ça, hein. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Moi, en tout cas, dans le pré-SummerSlam, je trouve ça assez bien cette feud, parce que The Vision est quand même nouvellement champion tag team, hein. Ils ont récupéré leur ceinture, ils ont eu cette petite feud contre les Street Profits qui pour le moment ont disparu. Je trouve que c'est bien pour Otis et Tozawa, surtout pour eux, hein, d'avoir un petit peu d'exposition. J'espère qu'ils vont pas revite disparaître. Parce que comme tu dis, Otis est tout à fait impressionnant physiquement aussi, hein, et on pourrait l'imaginer un peu plus souvent à l'antenne. Et après, on verra ce que ça donnera. Mais on sait bien que les ceintures tag team en ce moment à la WWE, c'est assez compliqué. C'est pas les plus mises en avant. À SmackDown, on peut pas dire qu'elles soient très brillamment défendues. Donc, il y a des cycles. Ça reviendra peut-être un peu plus au niveau.
Il y a un titre qui est assez mis en avant à Raw, hein, c'est le titre intercontinental. Et on sait pour le coup qu'à SummerSlam, on aura un match entre Chad Gable et Penta. Et ben Chad Gable et Penta, à Raw, ils ont fait match commun, enfin match par équipe, ensemble, pour affronter Ethan Page et Rusev, hein, qui sont la nouvelle équipe aussi face à eux, qui ont eu un petit moment au micro d'ailleurs, les deux, avec un Rusev toujours aussi fou. Un match qui a duré 8 minutes 36, là aussi spectaculaire. Hein. Si tu as aimé Javon Evans, là je pense que tu as dû aimer là aussi Vince, avec un Chad Gamble qui a un petit peu fait valdinguer avec ses superplex. Et ils ont gagné, les gentils. Ils ont gagné. Chad Gable a réussi à faire un ankle lock qui a fait taper Rusev. Hein. Donc, une belle victoire pour ceux qui vont devenir bientôt des ennemis. Letty, là aussi, est-ce que c'était un bon match d'Euro, ça? Oui, 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 c'était plutôt un bon match. Je trouve que Rousseff et Ethan Page, ça marche super bien ensemble. Là, ils sont autour du titre intercontinental, mais je pense que si, voilà, quand la Vision aura, terminé un petit peu avec l'Alpha Academy, je pense qu'ils pourraient, se lancer à la poursuite, de ces titres-là. Gable et Penta, ça marche aussi bien ensemble. Je pense que ça marchera aussi très, très bien quand ils seront en 1 contre 1, pour le titre. Heu, Chad Gable, j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis son retour, depuis la reprise de son nom, directement. Heu, je trouve que c'est voilà, il se remet vraiment bien dans le truc, le côté rédemption, un peu plus face et tout ça, je trouve que ça lui va plutôt bien donc j'ai hâte de voir ce match et j'espère vraiment que Page et Rusev, vont, continuer sur leur lancée et essayer d'aller plus loin. Ouais, moi, Rousseff a toujours été un de mes petits chouchous. Donc là, ça me fait plaisir de le voir prendre en carrure et en personnage. Et puis après, le Penta Chad Gable, je sens que ça va être un banger, comme on dit, promis pour ce SummerSlam. Et j'ai hâte de le voir, effectivement. Donc on a à peu près fait le tour de ce Monday Night Raw. Après, je vais vous Donc moi, laisser. Oui, je vas-y. je je j'ai pas Pardon. d'avis à donner sur Ethan Page Excuse-moi. et Rusev. Désolé. Ni Je croyais que tu avais déjà. Pardon, on s'y perd. non, Vince, non, oui. Qu'est-ce que. tu m'as tagué, on va dire, en me demandant si, j'avais aimé la partition de Chad par rapport à Jevon. Ouais. Ouais, non, non, Chad, voilà, je l'appelais fortement qu'il puisse avoir ce run pour un 1er titre. Vu ce qu'il avait réussi à sortir, avec ce personnage de sorti de nulle part, hein, le Grande Americano. Et ben écoute, c'est la deuxième fois qu'il fait quand même taper, Rusev pour son ankle lock, hein, c'est pas la première fois. J'ai hâte de voir ce match-là parce qu'on a vraiment 2 gars qui ont des styles complètement différents, mais en même temps qui vont complètement se marier. Un Penta qui, un voltige, qui fait des trucs très, très bons, et Chad Gable, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a un niveau olympique, hein. Quand tu le vois soulever, faire ses souplesses, ses German, tu vois qu'il soulève les personnes sans difficulté. Je trouve qu'on va avoir une super opposition et s'il leur laisse vraiment du temps pour créer un bon match, on peut avoir, comme tu le dis, un banger. Après, Ethan Page, Rousseff, rien à dire, hein. Ça marche très bien, le cerveau et la brute. Voilà, j'aimerais bien qu'après, on puisse leur donner aussi un vrai programme à eux 2 qui servent pas juste de chair à canon et pourquoi pas aller, se titiller en termes de tag team, hein, parce que je pense pas que Rousseff l'ait déjà gagné. Il a déjà fait partie de clan. J'aimerais bien voir ça, Rousseff et Ethan Page sur la scène tag team. Ça pourrait donner un Ouais. petit peu plus de peps aussi, à une division qui en manque beaucoup. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Hein. Ça, c'est divertissant, c'est fun. Je trouve que ces gens-là, même avec Otis et Tozawa, hein, mériteraient, enfin, sont bien à leur place dans les mid-cards d'Euro. C'est du catch virevoltant, dynamique. Javon Evans aussi, Mmh. c'est plaisant, c'est cool. Donc gardons-les au top. Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour Raw, mais au pire, on se refait un petit point à la fin s'il y a des passages qu'on a oubliés ou pas. À SmackDown, donc avant de finir cette grosse session WWE et de passer aux autres fédérations, il y a un fil rouge dans le show bleu. C'est ce fameux mini tournoi, on va dire, pour désigner les 5 catcheuses qui iront à SummerSlam dans un ladder match. Donc ça, c'est quand même pas rien non plus, hein, pour avoir le titre de championne féminine intérimaire, en l'absence de Rhea Ripley qui nous manque beaucoup. Ça nous a donné quelques matchs à SmackDown, 2, hein, donc on a eu quand même un SmackDown où on a eu sur 4 matchs, 3 matchs féminins, puisqu'on a eu
Brie Bella et Paige, j'en ai parlé un peu avant. Brie Bella qui avait battu Lainey Reed des Fatal Attraction. Fatal Influence. Influence, Toxic Attraction, je me mélange. Ouais, Vivement, c'est souvent le cas. Vivement que Non, je te non, c'est passe le souvent le micro. cas. T'en fais pas. Et donc, alors on a eu un étonnant, amusant, mais très court Chelsea Green contre Kiana James. Ça a une affiche de rêve sur le papier. Chelsea Green a gagné à la loyale contre Kiana James. Moi, il y a 2-3 moves que j'ai bien aimés, mais bon, c'était assez court, hein, 3 minutes 28. Chelsea Green qui est toujours la copine de Tiffany Stratton, qui elle est déjà qualifiée. Et on a eu un peu plus important quand même, Charlotte Flair contre Nia Jax, là aussi pour une place dans le match de SummerSlam à échelle. Et ben là, ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini, pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu vraiment de finish, puisqu'on a eu l'intervention des méchantes là. Allez, je vais encore avoir un trou. Bifab et puis Michin, voilà, et tout ça. Bagarre Jet Cargill. générale. Et Jet Cargill qui est arrivé un peu en retrait, pardon. T'allais dire un truc? Non, pas du tout. Ah C'était oui. juste Jet Cargill, puisque c'est Oui. quand même comparé à Bifab et Michin quand même. Ouais, mais c'est Bifab et Michin hein, qui attaquent Charlotte Flair, je crois, toutes les deux d'abord, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, voilà. Non, c'est ça. Donc, ce qui se passe, la règle est la règle, hein, même si dans le catch, les règlements, on passe des fois un peu autour. Il y a DQ, disqualification, du coup, Nia Jax, elle a perdu, quoi, donc elle est un petit peu vénère. Mais Charlotte Flair, elle s'est bien qualifiée, mais dans le ladder match, elle retrouvera Jet Cargill, donc c'est pas fini tout ça. Du coup, si ma tête est bonne, on a Chelsea Green, Charlotte Flair, Tiffany Stratton et Jet Cargill. On a 4 shots sur 5, là, c'est ça. Hein, Vince, Ouais. du coup, c'est bien ça, là. Qu'est-ce que Ouais. Ce mini-tournoi, là, qu'est-ce que t'en penses, toi, pour ce titre intérimaire? Écoute, ils ont dû le faire à la va-vite parce que c'était pas prévu hein, que Rhea soit blessée aussi longtemps. Quand c'est bien soigné, une fissure ménisque, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Et là, on en est depuis Clash in Italy, hein, donc ça remonte. Et puis, ils savent pas quand est-ce qu'elle va revenir. Donc, à la va-vite. Moi, j'étais un petit peu triste parce que j'aime bien Kiana James et effectivement, le match a été très court. Victoire propre donc de notre amie Chelsea. Donc là, j'étais quand même content aussi parce que c'est Chelsea. Elle avait déjà fait un spot énormissime quand elle avait fait le Money in the Bank. Elle était tombée du haut de l'échelle sur une table à l'extérieur du ring. Donc, elle peut nous faire des choses super bien au niveau de ce ladder match. Donc c'est bien qu'elle y soit additionnée. Et après, franchement, ils abusent avec Nia Jax, quoi. Ça fait 2 semaines d'affilée où elle est dans un match, où elle peut gagner le match, et que ce soit Charlotte ou que ce soit Jade qui viennent et qui interviennent et coûtent les disqualifications à Nia, c'est abusé pour elle. Je m'attends vraiment que au prochain match, le dernier, je crois que c'est Julia qui a le dernier spot contre Lash Legend. Je me demande si on va pas avoir une Nia Jax qui va être ajoutée ou qui va venir et qui va foutre le bordel. Parce que c'est abusé quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, 2 fois d'affilée, ils nous font le coup. Tout ça pour nous monter Jade Cargill contre Flair. On sait depuis. Moi, je pense que le plan initial, c'était de les avoir à SummerSlam. Bon, écoute, Oui. avec Rhea, et puis c'est tombé à l'eau. Donc voilà, écoute, ils font la va-vite. Ils nous ont trouvé quelque chose de pas trop mal. Un ladder match est toujours sympa à suivre. Donc on va attendre de voir quelle est la dernière. Quelle sera la dernière participante, mais ils ont fait comme ils pouvaient, et voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux y faire? Donc toi, tu mettrais une petite pièce sur Nia Jax pour le dernier shot? Ouais, mais tu vas pas lui. Je sais pas, tu trouves que la logique voudrait ça. Tu l'as mis 2 fois dans des matchs et 2 fois elle peut même pas finir le match. C'est Et sûr. devant son nez, tu fais un 3e match où elle y est même pas, elle va péter un plomb. Elle laissera pas finir le match comme ça, c'est pas possible. Même si elle lâche légende, ou elle va aider lâche légende, mais c'est fou quoi, de nous avoir fait 2 fois le même finish quoi. Ouais. Après, Nia Jax, dans un match à 5 avec des échelles, niveau safety, sécurité, on peut être On optimiste, peut on en va pas, parler, oui, on peut en effectivement. parler. On est d'accord. Letty, qu'est-ce que t'en penses de ce tournoi et tu vois qui au 5e spot? Eh bien, c'est une bonne question. Effectivement, Nia Jax, la pauvre, qui pourrait monter un club, des frustrés avec, Sami, c'est un peu compliqué là pour elle. Effectivement, ça semble évident qu'elle va intervenir. Alors si c'est pas pendant le dernier match, ce qui me paraît très bizarre, c'est qu'elle intervienne directement à SummerSlam.
après voilà, un peu comme vous, j'ai plus le côté sécurité qui voilà, où je me dis: «C'est pas forcément un bon plan». Après voilà, ce petit tournoi, je trouve que c'est pas si mal, ça permet, à Chelsea d'avoir, quand même, l'occasion d'avoir un beau spot, d'avoir une place, dans un match de l'échelle et voilà, c'est plutôt pas mal. Après, sur la victoire, tu vois, en elle-même, parce qu'effectivement, on aura les 2 copines. Après, de l'autre côté, on a, Jade et Charlotte, les 2 ennemies. Voilà, ça peut faire des combinaisons intéressantes. Donc, j'ai plutôt hâte, de voir si effectivement ce sera Nia ou si ce sera une des 2 autres. Et puis de voir ce match, qui, en attendant le retour de Rhea, fait le job, même si j'aurais préféré, voir un match de Rhea, évidemment, mais ça fait le job. Ouais, un match par échelle à 5, ça donne plutôt envie, je trouve. Après, on va pas dire qu'il y a un vilain casting, ça va être intéressant de voir Jade Cargill, Charlotte Flair, il y a pas mal de mini-FUD en interne qui sont là-dedans. À voir quel sera le spectacle, j'espère qu'elles vont faire ça de manière impressionnante, mais c'est une affiche digne d'un SummerSlam, je trouve, donc ils retombent pas trop mal sur leurs pattes, effectivement, avec ce qui arrive à Rhea Ripley. Donc, c'est ainsi qu'on a fini la semaine. Alors, donc, je résume vite fait pour les auditeurs si on veut reprendre le fil. On a eu donc le Saturday Night Main Event. À Raw, on a eu donc The Vision et les histoires avec Danhausen et le Judgment Day. Et puis, du bordel en finale avec Jacob Fatu, LA Knight et tout le monde. Et à SmackDown, là, on a eu donc Cody Rhodes et CM Punk qui ont discuté sur le ring, les matchs féminins pour le titre intérimaire, et puis le Fatal 4-Way qui a couronné Finn Balor pour affronter Sami Zayn, et à nouveau du bordel avec les histoires autour de la Bloodline. Donc c'était un peu le fil rouge de la semaine qui nous ouvre vers ce mois d'août et un SummerSlam qui approche très très vite. Ouais. Ouais. 11 matchs pour l'instant, mon cher Raph, Ok. ma chère Letty. Et Très il bien. y a un truc dont on n'a pas parlé parce que c'est pas passé à la téloche, mais Trick Williams s'est fait éclater la tronche hors antenne par Baron Corbin à la fin du SmackDown. Ah, Donc mais je je ne me savais dis, pas. eh ben, Intér écoute, c'était hors diffusion. C'est pour ça c'est une petite news qui est passée. Pour ça que je m'attends peut-être à avoir un 12e match, et Oui. pourquoi pas Corbin contre Trick Williams. ce serait Bah, pas mal. ça semble être logique. Oui, effectivement. Voilà, est-ce que vous avez un mot à rajouter sur cette semaine pleine de catch, sur ce SummerSlam qui arrive, Letty? Écoute, sur la semaine, je sais pas, dans mes notes, j'avais noté, bravo au caméraman qui s'est pris Liv en pleine tronche. Voilà, Ah c'était oui, juste voilà, c'est vrai. le petit mot de la fin pour ce Raw. Pas mal. Et Vince, et puis je vais te passer la main pour les fédérations suivantes. Pas grand-chose de plus, je pense qu'on a Pardon. bien débriefé. Il y a de la hype, hein, quand même pour ce SummerSlam. C'était pas Oui. gagné parce que avec tout encore une fois le nombre de blessures qu'il y a, c'est quand même impressionnant côté, WWE, et ça touche aussi la AAA, avec Octago Junior et El Rio de Vikingo, Junior. Donc écoute, il y a quand même une carte velue, avec de bons matchs. Donc je pense qu'on va pas s'ennuyer, on va passer un bon moment et on a fait le tour pour moi. Eh ben, on a fait le tour de ce qui s'est passé à la WWE. Qu'est-ce qui s'est passé dans le reste de la planète catch, Vince, cette semaine? Alors on va filer, à la AAA, voilà, parce que c'était important de continuer ce qu'on avait eu, la semaine dernière, avec tous ces changements, quoi, avec donc du coup là cette blessure d'El Hiroki des Vikingo, junior, confirmée donc par Rey Mysterio qui est et voilà, hein, il est blessé. Et donc, pour couronner un nouveau champion latino-américain, on va avoir des Triple Threats. Et donc, les 4 gagnants de ces Triple Threats s'affronteront donc à Triple Mania. Et il y aura donc un nouveau Latin-American champion couronné à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. Euh, le premier segment, c'est quand même le retour de Madame Grande Americano, la femme donc de Marcel Bartel, ou pas encore la femme, mais la compagne de Marcel Bartel qui avait été virée pendant la storyline, Andrea Bazarte, qui donc reprend son travail, voilà. Et donc tout le monde est heureux. Et puis après, on a enchaîné avec un premier match de qualification qui était un triple threat match
où il y avait donc El héros du docteur Wagner Junior, pardon, je vais y arriver, Abismo Negro et Tejano Junior. Et puis en fin de match, malheureusement, tu as donc Wagner Junior qui frappe Abismo Negro et qui enchaîne avec ensuite son Wagner Driver et qui gagne pour le compte de 3, sachant que bien entendu, Abismo Negro avait, sans le vouloir, frappé Texano ou Terrano Junior. Et donc, Terrano Junior était à l'extérieur du ring et n'a pas pu casser le tombé. Voilà. Est-ce que tu l'as vu, toi, Letty, cette triple A? Oui, oui, Qu'est-ce que oui. tu en as pensé du coup de ce match-là? Et ben, déjà très grosse annonce, de Rey Mysterio donc ce tournoi, c'est plutôt aussi une bonne chose puisque là, il y a quand même, un paquet de semaines jusqu'à Triplemania donc ça va occuper, je pense, à un match par semaine, ou pas loin donc c'est plutôt pas mal. Surtout que alors là, j'ai plus tout en tête, mais il a annoncé, toutes les affiches, mais j'ai trouvé que c'était plutôt Oui. de belles affiches. Hem, cette première, ce premier match était, plutôt pas mal, hein, les 3 sont plutôt bons. Je connais un peu moins Terrano Junior parce qu'on le voit un petit peu moins souvent. Je crois qu'il était blessé, il me semble. Il est revenu il y a pas longtemps. Ouais, Donc c'est ça, et puis c'est un des premiers champions, méga campion. oui, voilà, c'est ce que j'ai vu. Donc le match était plutôt réussi, hein et pour une fois, Abismo Negro était là. Il y a pas eu d'intervention de qui que ce soit, c'est plutôt étonnant. Mais Oui. voilà, c'était, un bon match et je trouve que Dr Wagner Junior, c'est plutôt un bon vainqueur pour aller chercher cette ceinture. Donc voilà, c'est très bien. Bon, écoute, également satisfait. Ça montre aussi qu'il y a pas que de la lucha libre, hein, à la triple A. On a des catcheurs un petit peu plus, forts en termes de gabarit et c'était pas mal, hein, comme triple threat et puis bon, écoute, El Hiro, de Dr, Junior Wagner qui était l'ancien champion, hein, puisque, Vikingo l'avait, battu lors de cette fameux match, ou de cette soirée où il y avait eu le match, masque contre masque. Donc, écoute, il revient, il entre directement, à Triplemania. On a ensuite eu un petit échange rigolo entre Lola Vice, Monsieur Iguana et donc la Hiedra qui est toujours, selon Lola Vice, amoureuse de Mister Iguana, mais elle a trouvé un nouveau compagnon qui est donc Laredo Kid. Et ça nous amène donc directement au match tag team mixte entre la Hiedra, Laredo Kid, Fabi Apache, que je ne connaissais pas, et Joaquin Wilde. Là encore, un très beau match, avec des styles très, très voltigeurs pour les hommes. La Hiedra est un peu plus costaud, donc plus technique, un peu plus véloce. Et puis en fin de match, on a quand même Laredo Kid qui attrape le pied de Apache, hein, de Fabi Apache, qui l'a distrait, et la Hiedra, elle en profite pour faire son stunner. Et le compte de 3. Qu'est-ce que tu en as pensé, Letty, de ce match-là? Il était plutôt pas mal. Après Fabi Apache, moi je l'avais vu, je crois, une fois il y a quelques semaines. Il me semble qu'elle avait fait un match. Alors moi, sur le coup, j'ai rien compris parce que je sais pas pourquoi il m'avait semblé voir passer un visuel où la Hiedra était en équipe avec, Joaquin Wilde. Donc j'avoue que quand j'ai vu ce match, je me suis dit: «Mais ils ont fumé, enfin qu'est-ce qui se passe?» Je pense que c'est moi Ah, qui ai j'ai mal eu la compris. même sensation. Non, non, j'ai eu la même sensation. Quand je OK, prends mes notes au départ, quand j'annonce, mince, mais elle est pas avec, bon, bref, OK, oui, voilà, donc c'est fini, pas que fini. moi. Donc il y a dû y avoir un truc, qu'on n'a pas compris, un changement, voilà, mais en tout cas, je trouve que c'était plutôt pas mal. Bon, la Hiedra, et la Redo Kid contre, Lola Vice et Mister Iguana, ça peut faire un très, très bon match, et Joaquin Wilde il a tendance à m'énerver avec sa laque, donc c'est pas plus mal s'il a perdu. Bon, après, je te rassure, il était déjà comme ça à la TNA, OK, c'était DJ Zion et il cassait les pieds déjà avec sa laque. OK, bon, rien de Voilà. nouveau du coup. Pour, pour te dire que, on aura, des triple threat effectivement. Il me semble que dans l'un des triple threat, tu as, Omos et il y a, Damien Priest. Oui et J'ai pas les 2 autres. je crois que dans ce match-là, avec eux 2, ça doit être, mince, comment il s'appelle? Le frère de Dr Wagner Junior là. Tu crois qu'il y a le 3e que ah mince. Je sais plus quel match c'était, mais
Ouais, je sais pas si je vais Ah le ben moi retrouver. aussi, là j'ai un trou de mémoire, je sais pas. Je te prie de Voilà, m'excuser. Ah mince, il est un peu fort, ouais, effectivement. J'ai un trou de mémoire. j'ai un Je trou suis navré, chers auditeurs, là j'ai un trou de mémoire. désolée, Mince, Galeno, pardon. voilà. Il me semble que c'est Heu, ce qui sont les 3 ensemble. c'est possible, c'est possible, c'est possible. Je te fais confiance là-dessus. Je sais qu'il y a au moins Priest et Omos, mais je sais pas pour le reste. Je l'admets, voilà, j'ai pas mes notes sur moi. Voilà, excusez-moi, pour ça. Et puis on a un dernier segment qui est avec Los Perros del Mal, puisque les 4 arrivent, que tu as Daga, donc qui semble être le leader, des Perros del Mal, qui, fait tout un speech et puis pour finalement finir en demandant à Los Grandes Americanos de voir si c'est un homme, de venir se confronter à eux et qu'est-ce qui se passe? Grande Americano arrive, il est accompagné de Dom Dom, puisqu'on sait qu'ils vont faire équipe la semaine prochaine là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur la table des commentateurs, nous avons, Rio et Bravo qui sont là et donc ça se frappe, hein. Voilà, ça se frappe très clairement. Tous, ça finit comme ça le show avec, un 4 contre 4, hein, quoi, on peut dire ça comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce dernier échange? Eh bah, écoute, j'ai trouvé que c'était pas trop enfin, c'était pas mal, qu'ils parlent pour une fois, qu'ils nous expliquent un peu, quels sont, leurs problèmes puisque jusque-là, on les a vus beaucoup, attaquer un peu tout le monde, on les a vus, taper un peu tout le monde, sans savoir exactement, voilà, comment ils se représentent eux-mêmes, au sein de la AAA, donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Heu et j'aime beaucoup cette association, de fortune entre, El Grande Americano et Dom Dom. Heu, je trouve que voilà, la différence de personnage avec Ro, est plutôt intéressante puisque là, on a quand même un Dom Dom il y a 2 semaines ou 1 semaine qui a proposé son aide à El Grande Americano en lui disant qu'il voulait un adversaire à 100 pour le titre de Mega Campeón donc c'est plutôt fair play par rapport au Dom Dom, Judgment Day, dont on a l'habitude. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est assez équilibré puisqu'avec Rayo et Bravo, ils sont à 4 contre 4. Bon, avec toujours Carmen, mais bon, il y a pas de femme de l'autre côté et voilà, j'attends de voir jusqu'où ça va nous emmener. Est-ce que, ça va se régler avant, Triple Mania pour que El Grande Americano et Dom Dom aient leur match tranquillement? Est-ce que, ça va continuer jusque-là? Voilà, je savoure, chaque interaction et j'attends de voir, où ça va nous emmener. Ouais, alors, je suis comme toi, moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'enfin, Los Perros del Mal, c'est bien, ils frappent tout le monde, ils interviennent et tout ça, mais ils nous ont donné un peu de contexte, qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, ce qu'ils veulent faire, et donc c'était plutôt pas mal là-dessus. À savoir également quand même que, on va avoir ce tag team, donc on a Daga, hein, le leader, mais on sait pas qui c'est qui va être avec lui. Donc ça peut être un des Garza, ça peut être, comment il s'appelle? Ronconima, bon je pense pas que ça sera, Carmen, pas Carmen, oh là là, Elektra, comment elle s'appelle Elektra? Je me rappelle plus son prénom, et qui va être donc écoute, je pense que la première manche, elle va se finir, en non-contest, tu vas avoir, tout le bordel, je pense qu'on va finir sur un 4-4 et effectivement après, ça nous permettra d'avoir la voie libre pour un Dom-Dom, Grande Americano, pour Triple Mania et si le Triple Mania, ce match-là se fait au Mexique, on a vécu le masque contre masque, je pense que ça peut être du même acabit en termes d'ambiance, en termes de passion, qu'il pourrait y avoir là-bas, ça peut être énormissime. Si oui, s'ils le font le deuxième jour et qu'ils font pas ça à Vegas, ça peut effectivement, faire, une fois de plus, sauter le plafond, de la salle. C'est tout ce que je leur demande, de là-dessus, voilà. Bon, la triple A, ça dure toujours moins longtemps, c'est toujours une petite heure, nous vous le recommandons chaudement, franchement, hein. C'est un des petits bonbons, inutile,
Voilà, c'est inutile de s'embêter. On va pas s'ennuyer, voilà, devant. C'est ce que je veux dire. Vous avez toujours de l'action, que ce soit au micro, que ce soit dans le ring. Et moi, je suis vraiment satisfait de cette arrivée de la AAA dans le giron de la WWE, d'avoir Beltaker qui fait de très bons bookings. On l'avait souligné également avec Ringside, accompagné de Jérémy Borash qui était aussi à la TNA quand il y avait les belles heures de la TNA. Donc voilà, super satisfait. Et pour tout fan de catch, c'est vraiment une petite heure à passer et vraiment, vous en ressortirez avec la banane. On va passer avec un autre show de la WWE, le dernier qui s'appelle NXT, où là on aura moins la banane, donc je vais aller assez rapidement parce que je tourne que ça tourne assez en rond sur beaucoup de choses. Il y a néanmoins deux petites choses à voir, c'est qu'on aura un match retour entre Kendall Gray et Lola Vice pour le titre féminin, qui sera donc dans un match donc underground, pas de corne, on se bat, soumission ou KO, et ça se finit comme ça. C'est la spécialité de Lola Vice qui est donc une experte en arts martiaux mixtes, alors que Kendall Gray est plutôt, elle, du côté de la lutte pure. Voilà, je la comparais un petit peu à un Kurt Angle féminin. Est-ce que toi, tu l'as vu ce show d'NXT cette semaine, Letty? Oui, alors je m'accroche. J'avoue que c'est pas Mais passionnant c'est en ce ça, moment. mais voilà. Voilà, donc là, on est sur un des rares segments un peu intéressants, donc voilà, je pense que ça va donner un bon match. J'ai hâte de le voir. Par rapport, voilà, au reste du show, je suis moins convaincue. Mais ces 2 là, je pense que ça peut nous donner un bon affrontement, là, Ouais. je sais plus quand que se déroulera enfin quand le match est prévu, c'est bientôt, je crois. Je je sais pas si c'est pas mercredi ou la semaine après. La semaine après. Hem, donc non, c'est pour moi, c'est 2 des 3 meilleures lutteuses actuellement. Tu as Zarya et tu as également et j'ai oublié la petite, Kehlani Jordan, pardon, qui est aussi, vraiment pas mal. Donc écoute, moi je suis satisfait de ce segment, mais c'est vrai qu'il y avait pas grand chose non plus trop à relever. Il y a eu un Jada Parker contre Natty, qui était accompagné de Nikita Lyons, et donc c'est Carmen, son prénom Petrovic, et pas Carmen Electra, j'ai dit n'importe quoi pour la triple A, excusez-moi, hein, je suis un vieux, voilà. Jada Parker a réussi à battre par abandon Natty, mais pourquoi? Parce que TAL, qui s'était embrouillé dans les vestiaires, a réussi à piquer la serviette et à la lancer au milieu du ring, et donc l'arbitre a sonné la fin du match. Bon, rien d'énorme. Le petit fil rouge quand même de ce show, c'est que tu as Robert Stone qui est le comment ça s'appelle? Le general manager de NXT et qui est au téléphone souvent avec quelqu'un. Donc on se dit qu'il y a quelqu'un d'important qui va arriver, et donc écoute, qui sera donc cette personne-là? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là entre Jada déjà et Natty, Letty? J'ai un peu comment dire? J'ai un peu de mal à rentrer en fait dans l'histoire. J'ai un peu de mal avec Natty en fait, je sais pas pourquoi. Ça me passionne pas en fait toute cette histoire de, tout ce qui tourne en fait autour, de son clan et tout ça. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors c'est pas que c'est nul, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste que enfin, je sais pas, moi perso, j'ai un peu de mal à m'accrocher. Le match en lui-même était pas mauvais, hein, mais voilà, j'ai pas grand chose de plus, malheureusement à dire dessus. Alors je suis d'accord avec toi. Ce qui m'ennuie, tu vois, on parlait, Raph en parlait tout à l'heure, c'est que les règles sont faites pour être contournées. C'est ce qui se passe pour la NXT, puisque donc on l'a dit, Carmen Petrovic est également du côté de la triple A. Tu as également Bronco Nima qui est du côté de la triple A, et donc les 2 aussi sont à NXT, et Robert Stone dit simplement à Bronco Nima que, il va falloir qu'il choisisse un des shows. Donc c'est un petit peu étonnant. Le match, moi je l'ai trouvé pas si mal que ça. Et puis, voilà, tu te dis que la feud elle est pas terminée. Je pense que très clairement, si on lui met Natty dans les pattes à Jada, c'est pour voir si elle va, si ça y est qu'elle est prête à Mmh. partir dans le main roster, sachant quand même en plus que cette dame là, madame Jada Parker, puisque c'est comme ça que qu'il faut quand elle arrive, c'est Miss Parker.
et serait à l'origine du divorce de Jey Uso, quand même, puisqu'il aurait une petite Ah! relation avec elle. OK. Voilà. Ah, j'avais pas cette info. Bon, Bon, les infos potins, faut me demander. Je vais passer sur le match Nico Vance contre Sean Spear qui ne m'a ouais. pas inspiré grand-chose. En revanche, on a eu le début d'une Golgoth dans le ring, Reina Volcan. Eh ben écoute, elle est impressionnante. Elle était opposée à Skylar Ray, qui est plutôt fine. Là, on a une Golgoth, hein, Reina Volcan, Ouais, ouais, très ouais, très très, très sévère. impressionnante. Waouh, là, ça m'a vraiment, au niveau du gabarit, au niveau de la puissance qu'elle dégage, c'était impressionnant. Donc, bah, écoute, encore une fois, belle acquisition côté femme. C'est le problème vraiment actuellement, hein, sur NXT où on a des hommes, où ils sont tous partis dans le main roster et ça commence à se voir. Mmh. On termine sur le street fight, si tu le permets. Et donc là, on a eu la revanche, hein, Tony D'Angelo contre Naraku. Et puis, ben, encore une fois, ben, c'est Tony D'Angelo qui l'emporte assez facilement, puisque s'il n'avait pas envoyé son mist au départ, Naraku n'aurait pas fait grand-chose. Et puis, il veut lui mettre un deuxième mist, c'est raté, c'est dans la main de notre ami Tony D'Angelo qui après applique donc le mist sur la figure de Naraku qui est aveuglé, qui prend après, euh, qui fait un check slam au travers de la table Naraku, puisque c'était un street fight, et qui gagne donc du coup le match et qui reste champion. Donc déjà sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé, Letty, de ce match Tony D'Angelo, Naraku? Bah, une fois de plus, le match était pas mauvais, mais pareil, je trouve que, Naraku, il y a un enfin, je trouve qu'il y a un peu de mal, il a un peu de mal, par rapport à, comment dire? À l'image avec laquelle il arrivait. Alors moi, je le connaissais pas vraiment, mais vous en aviez parlé, avec Ringside en de très, très bons termes, donc j'étais allée voir un peu d'anciens matchs, sur YouTube et tout ça et je trouve qu'on retrouve pas cette aura, ce truc qu'il avait, donc j'espère pour lui qu'il va pouvoir, retrouver un personnage, qui ouais, qui marque un petit peu plus. Enfin là, c'est pareil, j'ai un peu de mal, alors est-ce que c'est le fait que le show en lui-même soit un peu moyen? Aussi peut-être qui biaise, un peu le ressenti. Je sais pas. En tout cas, bon, D'Angelo est toujours champion. Voilà, Mmh. pourquoi pas, voilà, ça lui va très bien. Lui, j'ai rien à dire sur lui. Par contre, ouais, je trouve que c'est dommage, après comme dit, c'est peut-être ma vision, qui est un peu biaisée, par rapport au reste du show où j'accroche pas. C'est possible. Alors, je pense qu'il y a un peu de tout. On l'avait déjà dit avec Ringside sur le précédent match, Tony D'Angelo, Naraku. Naraku était passé pour quelqu'un d'extrêmement faible, je trouvais, puisqu'il avait quand même envoyé une boule de feu quelques jours avant sur Tony D'Angelo. Donc Tony D'Angelo catché avec un seul œil, un gros pansement et il avait détruit. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est pas loin de son personnage de la New Japan, mais que il y a voilà, ben, il a bien fait. Finalement, c'est bien de commencer à NXT, tu vois, pour ce type de catcheur, parce qu'on voit qu'il va avoir peut-être un peu de temps pour se coller aux règles américaines qui sont différentes des règles au Japon. Le match est pas si mauvais que ça, il était meilleur que le premier, je trouve. On a pu voir un petit peu plus de Naraku, ce qu'il est capable de faire dans le ring. Mais bon, voilà. Et puis le pire hein, pour moi, c'est que c'est même pas ce match-là le plus important, c'est ce qui se passe derrière, où il y a une musique qui arrive, qui retentit. Pour les fans de la TNA, tout le monde l'a reconnu. Eh bien, c'est Mike Santana, dont j'avais parlé la semaine dernière. Je pensais qu'il serait peut-être au Saturday Night Main Event, puisqu'il était, il est new-yorkais, pour aider Danhausen. Eh bien non, il débarque à NXT. Et donc là, sérieux candidat, parce que c'est quelqu'un qui a été champion tag avec Ortiz, que ce soit à la All Elite ou à la TNA, qui a été plusieurs fois champion du monde à la TNA. Donc là, gros prospect. Enfin, voilà, on a du sang neuf et du vrai bon sang neuf pour la scène masculine à NXT. Est-ce que toi tu le connaissais? Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée, Letty? Alors je ne le connais pas du tout, et je trouve que c'est plutôt intriguant et en tout cas ça m'a donné, le peu de temps que ça a duré, ça m'a donné envie d'en voir un peu plus.
Alors sur le coup, au-delà de la musique, j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup à Bo Dallas, j'ai eu peur, sur le coup. J'étais contente de constater que c'était pas lui. La coupe de Mais cheveux et la barbichette, oui, c'est vrai. voilà. Mais bon, j'ai hâte Mmh. de voir ce que ça peut donner. Je suis pas encore, j'ai pas eu le temps encore d'aller, prospecter, sur YouTube, pour essayer de trouver des matchs, mais en tout cas, je trouve qu'il y a de l'aura, enfin il y a quelque chose, en tout cas qui donne envie de voir ce que ça peut donner. Bah, c'est exactement ça. Honnêtement, c'était le boss à la TNA pour moi sur les derniers temps. Il a fait un très bon match contre Nick Nemeth aka, Dolph Ziggler sur le dernier pay-per-view où il perd sa ceinture puisqu'il partait. C'est un mec qui avait la TNA dans le sang, qui est reparti de tout en bas, qui a regravé les échelons et donc gagné le titre de champion et il a fait quelques très, très bons matchs là-bas et je trouve qu'il portait vraiment, vraiment, la fédération. C'était une grosse perte pour moi, c'est une très, très grosse perte pour la TNA. Mais écoute, je suis content, hein, on va continuer à le voir à NXT. Son passage à la All Elite avait été tellement mauvais qu'il avait même provoqué la rupture de son équipe avec Ortiz, alors que ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, donc je savais qu'il allait pas revenir là-bas. Mais bon, écoute, ils ont choisi de le faire passer par NXT. Je pense que ça sera à peu près de la même durée qu'un Joe Henry, quelques mois, et puis après, il partira dans le main roster. Je serais pas étonné de le voir débuter au Royal Rumble comme a pu le faire Oba ou les Jevon, etc. Voilà. Ça conclut vraiment cette fois-ci la semaine de la WWE. On a parlé de SmackDown, de Raw, du Saturday Night Main Event, de NXT, de la Triple A. Donc encore une fois, beaucoup de shows à voir. Et j'aimerais terminer. Alors je ne sais pas si l'un ou l'autre vous avez un petit peu suivi l'actualité de la All Elite Wrestling, la AEW, puisque nous avons un pay-per-view qui s'appelle Redemption dimanche, qui est le pay-per-view juste avant le All-In. Et All-In, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un WrestleMania pour la All Elite Wrestling. Donc déjà, est-ce que l'un de vous deux s'y est intéressé ou pas du tout? Pas du tout, désolée. Alors moi Ah, j'ai vu c'est passer, ouais, ah, j'ai vu passer, mais j'ai juste vu passer, hein, il y a une feud qui a l'air costaud entre Tommaso Ciampa et Chris Jericho, non, c'est ça? Alors oui, exactement. Oui. Du coup, Jericho, qui est un homme aux 1000 personnalités, hein, on a vu tous les personnages qu'il a pu avoir, eh bien, va reprendre son personnage qu'il avait au Japon qui s'appelle le Painmaker, donc le faiseur de douleur, puisqu'il y a eu un match il y a 2-3 semaines qui s'est passé lors du sacre de Kenny Omega contre MJF, où Jericho s'est fait détruire par Tommaso Ciampa et il a fini en sang. Donc il y aura un match effectivement entre les deux et ce sera même un no holds barred. Donc attendez-vous, si vous regardez ce match, à ce qu'il y ait du sang, à ce qu'il y ait beaucoup de violence là-dessus. Si vous le permettez, je vais juste lancer la carte et donner un peu mes pronos et puis on finira là-dessus, si ça vous va. C'est très Oui, bien. oui. Bon, eh bien écoutez, on va commencer donc par le pré-show. Et alors là, ça va peut-être parler à tout le monde, mais la All Elite Wrestling, donc c'est à Montréal, ce show, eh bien, il va y avoir un hommage à la famille Rougeau, c'est-à-dire Raymond Rougeau qui nous faisait les commentaires de la WWE dans la version canadienne. Il a été également champion du monde et par équipe avec son frère, qui était derrière aussi le Québecers, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Et donc il va y avoir un hommage à la famille Rougeau, qui est une très très célèbre famille au Canada et plus particulièrement à Montréal, puisqu'ils parlent français. Pour tout vous dire, Raymond Rougeau, je me rappellerai toujours sur le Royal Rumble 94, il était en train de commenter. Bret Hart et Owen Hart venaient de perdre contre justement les Québecers. Pierre Carloyette est donc l'un des Rougeaux. Et tu vois arriver le commentateur de la WWE Québec, hein, que nous on avait à l'époque en France, sur le ring. Incroyable. C'est comme si tu voyais Philippe Chiraud ou Christophe Ajus en train de commenter et que la seconde après il était au milieu du ring en train de faire de parler, de dire que bon il pensait que Bret Hart ne pourrait pas participer au Royal Rumble. Donc, je suis très content. Ils ont voué leur vie à la lutte, donc je suis très content qu'on leur rende hommage. Pour commencer la carte, hein, on se rappelle que la All Elite, c'est des shows de 5 heures à peu près, 4h30, 5 heures. On va commencer par un double chain tag team match. Donc le Bang Bang Club ou le Bang Bang Gang, Jay White, Switchblade, Jay White et Juice Robinson
contre les Dogs, David Finney et Clark Connors. Voilà, c'est tous des anciens de la New Japan. Ils s'arrêtent pas de se fracasser à tour de rôle depuis le retour de Jay White au précédent pay-per-view. David Finney, qui est le fils de Phil Finney, et utilise bien entendu un Sheila Gay. Donc là, pareil, il va falloir s'attendre à un déluge de violence puisqu'ils vont être attachés les uns aux autres. Et donc, ça promet. On va également avoir un match pour l'aspirant au championnat international, un match à 6 de l'échelle avec Jake Perry, donc Beast Mortos, Commander, Mike Bailey, et les 2 derniers spots qui vont être distribués ce soir entre Air Fox et Nick Wayne, ou Leo Rush et El Clone. Donc là aussi, ça va partir dans tous les sens. J'ai pas donné mon vainqueur, mais pour le Double Chain Gang, je dirais que ce serait le Bang Bang Gang qui va gagner. Et là, je mets une petite piécette sur Mike Bailey pour le titre d'Aspire International parce que je l'aime beaucoup et il fait énormément de bonnes choses. Et il y a peut-être aussi Jake Perry. Voilà. En premier, Mike Bailey et peut-être Jake Perry derrière. Gros match. Alors là, je vous invite à tous le regarder parce que ça va être, à mon avis, proche du 5 étoiles. Will Ospreay, le prochain aspirant au titre de champion du monde, et Jon Moxley, donc qui est l'ancien du Shield, de troisième membre du Shield. Je me rappelle plus de son nom à la WWE. Mince. Donc Will Ospreay et Jon Moxley. Voilà, c'était Dean Ambrose. Voilà, Jon Moxley, c'est Dean Ambrose. Et ils vont affronter les Young Bucks dans un match tag. Ça peut être vraiment gros festival. Si vous avez quelques minutes, je pense qu'il faudra le regarder. On aura ensuite un match pour le vainqueur pour moi, Will Ospreay et Jon Moxley, puisque Will Ospreay est quand même en train de tourner vraiment heel et de devenir un Death Rider à l'approche de son match contre Kenny Omega. Ensuite, on a un match TBS Championship pour le titre féminin, hein, donc c'est TBS. Hikaru Shida et Maya World. Hikaru Shida va pour moi l'emporter puisqu'elle vient juste d'avoir le titre. C'était il y a deux semaines, je crois, 2 semaines. Et Maya World est vraiment toute nouvelle. Alors, elle a fait sensation puisqu'elle a été elle a été jusqu'en finale du Owen Hart Tournament au dernier pay-per-view. Donc, ça peut être une grosse surprise, mais j'irai sur Hikaru Shida là-dessus. Gros match également. Celui-là aussi, si vous avez du temps, je pense qu'il va valoir son pesant de cacahuètes. Kyle Fletcher, qui va défendre son titre international contre Bandido. 2 lutteurs exceptionnels. Kyle Fletcher qui fait partie d'une équipe, d'un gang, d'une faction où ils sont très nombreux à demander à sa faction de ne pas être sur le ring. Donc ça va être du mano à mano. Et les 2 sont exceptionnellement dans le ring. Bandido, je vous invite, si vous n'avez pas vu des matchs, soit la ROH ou les derniers pay-per-view de la All Elite, il est vraiment très bon. Kyle Fletcher, c'est une pépite, lui aussi, de la New Japan. Voilà, ça va être un énorme match. Malheureusement, et comme d'habitude, je vois Bandido perdre, et donc Kyle Fletcher garder son titre, puisqu'il y a de l'eau dans le gaz avec Kazuchika Okada, qui veut également récupérer l'International Championship, mais qui est pote avec Kyle Fletcher et qui est dans la même faction. Donc, je pense que Kyle Fletcher va le garder, et Bandido, une nouvelle fois, va repartir une main derrière, une main dans le dos. Autre match de championnat, cette fois-ci le National Championship, et oui, il y a énormément de ceintures à la All Elite, parfois on peut s'y perdre, on ne sait pas lesquelles sont les plus importantes que les autres, mais il y a énormément de ceintures, donc un match pour le National Championship entre Mark Davis et Andrade El Idolo. Alors pour vous donner un peu de contexte, Mark Davis, c'est une bête physiquement, un gabarit plutôt des années 80-90, un peu fort, mais très puissant. Andrade, je vais pas le présenter. Je sais pas si Andrade est pas en train, enfin, de trouver vraiment quelque chose, parce qu'il a un slogan que la foule reprend, ce qui est How you know, et il en joue beaucoup, ça prend. Et je me prends à croire qu'enfin Andrade El Idolo va trouver sa voie et va enfin y arriver. Et donc pour ça, je le vois prendre le titre. Attention quand même parce que Mark Davis est dans la même faction que Kyle Fletcher et il risque d'y avoir beaucoup d'interventions.
mais je mettrai une petite piécette sur Andrade El Idolo. Un match pour les vieux que nous sommes, amateurs de catch, Christian Cage, donc Christian, Adam Copeland, Age, qui vont avoir un match contre les Dace Riders, Claudio Castagnoli, donc l'ancien Cesaro, et Pac, l'ancien Neville. Donc c'est 4 anciens de la WWE qui ont fait les beaux jours de la WWE. Je pense que ça peut être un match qui peut voler la vedette, parce qu'on a Claudio Castagnoli et Pac sont dans la forme de leur vie. La science du catch qu'ont Christian et Adam Copeland peut faire mouche. Malgré cela, je vois Adam Copeland et Christian Cage garder le titre, parce que pour rappel, je pense que nous aurons très bientôt les débuts du New Day à la All Elite. Je pense que l'on s'en rapproche, et peut-être même à All In, voire un match avec les Young Bucks. Donc voilà, je vois Christian et Adam Copeland garder leur titre. Encore un match de championnat. Cette fois-ci, c'est le championnat féminin mondial entre Tekla et Willow Nightingale. Tekla qui est la championne, Willow qui a gagné un Casino Battle Royale il y a 2 semaines. C'est une grosse opposition de style. On a Tekla qui est un petit gabarit et Willow qui est un gabarit de beaucoup plus grosse envergure. Malgré cela, Tekla, je pense, va conserver son titre. Elle est accompagnée, elle, de 2 lutteuses, donc je pense qu'elle va tricher et gagner le titre. Et la vainqueur affrontera à All In Mercedes Moné. Et je pense que Tekla Mercedes Moné est plus vendeur, même s'il y a une story entre Willow et Mercedes Moné. Voilà, je mets une petite piécette sur Tekla. Je ne vais pas revenir sur le match Jericho contre Tommaso Ciampa. Simplement, je dirais que le vainqueur sera cette fois peut-être Chris Jericho. Ça lui ferait du bien de gagner un match, parce que ça fait un petit moment qu'il est revenu à la All Elite. Il n'en a pas, ou quasiment pas gagné un en solo. Et après, on a le main event. Mon chouchou à la All Elite, ou l'un de mes 2 chouchous, va-t-on dire, Kenny Omega, le champion, contre Kevin Knight, qui lui est le champion TNT. Vous voyez, encore 2 ceintures sur le même match. Malgré tout le talent de Kevin Knight, je pense que Kenny va l'emporter et qu'on se dirige donc vers ce main event qui va être incroyable à All In, qui sera donc Kenny Omega contre Will Ospreay. Voilà, donc grosse carte, peut-être un peu moins que les derniers mois, mais il y a quelques matchs qui vont être énormissimes. Donc voilà, j'espère que je vous l'ai bien vendu, j'espère que vous allez nous dire si c'était bien, continuer à échanger. Voilà, c'était ce que je voulais vous voir à la All Elite Wrestling. Et le Japon, on y reviendra la semaine prochaine avec l'ami Ringside, puisqu'il y a quand même eu déjà 4 journées du Climax, et la 5e qui était ce matin. Voilà, je te rends la main, mon cher Raph. Avec plaisir et merci pour cette description de toutes les autres fédérations, enfin pas toutes, hein, il y en a des milliers de fédérations de catch dans le monde évidemment. D'ailleurs, Peuple de Catch-Up, hein, si vous suivez une fédération, j'en sais rien, néerlandaise, lot-et-garonnaise ou congolaise et qu'il y a des super matchs qui se passent, n'hésitez pas à nous le dire, hein. Vous pourrez venir faire votre petite chronique. Ouais, la semaine prochaine, on va se retrouver bien sûr et ça sera très axé, je pense, Japon et Road to SummerSlam, même si les cartes étant bien construites, il va sûrement pas se passer grand-chose, mais voilà, on sera la semaine prochaine. Le week-end qui arrive sera celui de SummerSlam, donc évidemment, on fera une émission dédiée et on parlera de tout ça sur Catch-Up. Merci les amis, merci Letty d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Eh ben, merci à toi pour cette présentation et à Vince également. Eh ben Vince, merci pour tout le boulot, merci pour toutes ces heures de visionnage de catch, et puis ben on te souhaite et on t'envoie aussi tout notre soutien, et on espère que voilà, c'est un été où il va y avoir le feu sur le ring, mais que sur le ring. Je te remercie Raph, je te remercie Letty. Effectivement, j'espère que ça va vite être derrière nous, tout ce qui se passe en termes de feu, mais pas de catch, parce que là, tout est devant nous, et on va avoir vraiment là, l'été promet d'être très très chaud là sur les 2 prochaines semaines. On va être très très gâtés. Eh ben restez avec nous et on évoquera tout ça ici sur Catch-Up. Vous savez où aller, sur YouTube, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à venir nous encourager. Et moi je vous dis une très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour plein de catch. Ciao Letty, ciao Vince, ciao à tous.
Salut, bonne soirée. Salut tout le monde. Et pendant ce temps, on espère que Ringside et Cricri ne vivent pas un clash en Italie. Elle a déjà eu un clash avec le Rocher quand même. On va la laisser C'est vrai. tranquille, cette pauvre Cricri.